qui est partageur, enthousiaste. En tous les cas, tu m'as communiqué tout ton enthousiasme sur le sujet et tu as cet enthousiasme comme si tu étais au début de ta carrière professionnelle. Je tiens à dire que je te remercie encore pour ta participation au journal Alpha Mega News. Donc, je le disais en introduction, tu as signé l'édito du numéro 77 que tout le monde a eu. Et je voulais aussi préciser, pour finir, que vous trouverez également une interview de Benjamin Fitoussi sur son application Ascara, dont je sais que tu vas parler. Et avant de te passer la parole, je rappelle simplement à tous ceux qui nous ont rejoints que les questions sont les bienvenues, que le mieux est de pouvoir intervenir sur le chat et qu'on répondra à la fin de l'exposé de Michel. Tu as la parole. Merci. Merci André, merci d'abord à Alpha Omega de cette invitation, au chapitre de Paris en particulier que Catherine qui a organisé ça avec beaucoup d'efficacité. Donc j'ai toujours plaisir à travailler, à présenter des travaux ou des conférences à Alpha Omega. Donc ce soir, un sujet qui m'occupe très fortement, qui occupe la plus grosse partie de mon temps maintenant depuis 2 ans, qui est l'intelligence artificielle. Alors pourquoi cette conférence? Pourquoi la genèse de cette conférence? D'abord parce qu'il y a une saturation en informations, en commentaires, en reportages, en ouvrages sur ce sujet qui globalement sont plutôt anxiogènes, qui ne permettent pas de donner une ligne directrice générale et qui par rapport au médical, on sent qu'il y a des choses importantes qui sont en train de se passer, mais il est compliqué de savoir comment se positionner par rapport à ça. Donc aujourd'hui, je consacre la plus grande partie de mon temps à travailler ce sujet, puisque aujourd'hui, les IA génératives sont bien meilleures que moi dans ce qui était mes domaines d'excellence. Donc, je considère que ma mission d'enseignant est d'enseigner aux étudiants à utiliser ces outils pour devenir des meilleurs praticiens. Et dans les laboratoires de recherche, je forme les chercheurs à utiliser ces outils pour devenir des meilleurs chercheurs. Donc, en fait, je suis au début d'une nouvelle carrière, effectivement. Donc, le titre de cette présentation, donc comprendre ce qui se passe réellement, anticiper pour vous aider à prendre les bonnes décisions ou ne pas les prendre, et agir, comment se lancer dans ce nouveau monde de l'IA. Voilà quels sont les éléments que je vais essayer euh, de lancer. Donc, d'abord une introduction générale. Donc, pourquoi parler de l'IA aujourd'hui? Alors, on peut l'aborder par différents aspects. Tout d'abord, se rendre compte que en 2023, il a été dépensé pour l'IA 100 milliards de dollars sur la planète, ce qui est une somme absolument pharaonique, qui est parmi les plus grosses sommes jamais dépensées pour un projet. En 2024, c'était 200 milliards. Et en 2025, nous devrions dépasser 600 milliards. Et il est probable qu'en 2026, on dépassera les 1000 milliards. Donc, ce sont des sommes qui n'ont jamais été vues. Donc, c'est un peu il se passe vraiment quelque chose de stupéfiant. De plus, on constate que les sociétés exposées à l'IA ont une croissance du chiffre d'affaires par employé qui est 3 fois supérieure à celles qui ne le sont pas. Donc, véritablement, c'est un accélérateur comme on n'en a jamais vu. Deuxième élément, l'adoption massive de l'IA. Alors, l'élément qui a fait déclencheur, c'est un produit qui s'appelle ChatGPT, le 30 novembre 2022, qui a été donné en accès libre à la population mondiale. Et aujourd'hui, ChatGPT signale à peu près 700 millions d'utilisateurs par semaine, 700 millions par semaine, et dont 5 millions d'entreprises. Ce sont des chiffres qui n'ont jamais été atteints par aucune technologie sur la planète. Troisième point intéressant, c'est la disruption des hiérarchies traditionnelles, à savoir la remise en question de l'expérience, de l'ancienneté, de la position d'expert. La plupart des experts aujourd'hui, eh bien, peuvent être remplacés par l'utilisation des IA lorsqu'elles sont utilisées de façon appropriée, dans les domaines intellectuels et scientifiques. Donc, c'est un changement complet de l'ordre des choses. Autre élément, c'est les enjeux géopolitiques. Toute société, tout pays qui ne développe pas ses capacités en IA risque une marginalisation économique et stratégique. D'où aujourd'hui les plus grandes puissances qui se battent sur le principal sujet qui est l'IA devant tous les autres, devant l'énergie, devant l'armement. C'est l'IA qui a pris le pas sur tout. Enfin, la transformation du secteur de la santé, qui est le sujet d'aujourd'hui, hein. On a vu que l'imagerie a été complètement révolutionnée, l'analyse du génome, eh bien, même chose. Les situations complexes sont pour l'IA des situations simples. Donc, en fait, il se passe quelque chose. On va en parler en détail. Il se passe des choses
assez fondamentale dans le domaine de la recherche et dans le domaine médical. Et enfin, dernier élément, l'urgence de s'adapter à un nouveau monde, c'est Goldman Sachs qui nous le dit, hein, 300 millions d'emplois selon eux seraient menacés en Europe et en Amérique du Nord d'ici 5 ans. 300 millions d'emplois équivalent temps plein d'ici 5 ans. Et ces Goldman Sachs, ils ne sont pourtant pas des gens, sont des gens assez sérieux. Donc, il se passe vraiment quelque chose comme on n'a jamais vu sur cette planète. Pour rapidement vous donner une idée qu'on ne peut pas échapper à l'IA, alors ce que je présente là, c'est ancien, déjà, c'est vieux, hein, c'est totalement dépassé, mais il faut savoir que l'IA est déjà omniprésente. Les logiciels anti-spam étaient déjà des IA rudimentaires, mais des IA. La reconnaissance faciale de tous nos téléphones, ce sont des IA de notre ordinateur. Les assistants vocaux, ce sont des IA. Les recommandations par Netflix, YouTube, toutes les recommandations qui sont faites sur les systèmes musicaux, films, etc., sont faites par des IA. Les applications de navigation, Waze par exemple, eh bien, ce sont des IA qui sont derrière ça. La publicité ciblée, vous parlez devant votre téléphone le matin, il capte les mots-clés et il va vous envoyer tout de suite dans votre fil d'information les informations correspondantes. Ce sont des IA qui sélectionnent, identifient, analysent et envoient. Le télémarketing, les chatbots, aujourd'hui, la plupart des plateformes de télémarketing disparaissent au profit d'IA qui remplacent les humains. La traduction automatique, 90% des traducteurs sont au chômage. Ça s'est passé en l'espace de 3 mois. Et aujourd'hui, c'est les IA qui traduisent. La gestion électrique du réseau électrique, RTE, c'est géré par des IA. La gestion du trafic SNCF, du trafic aérien. Donc c'est omniprésent, on ne peut pas y échapper. Ça, il faut quand même réaliser à quel point ça a changé sans qu'on s'en rende compte. Donc une omniprésence de l'IA, qui est un phénomène incontournable. C'est une technologie qui est dite transformatrice. Elle transforme tout. Alors, comme l'a été à une certaine époque l'électricité, l'IA, en fait, a la caractéristique d'aller plus vite que nous n'avons capacité à comprendre ce qu'elle permet de développer. Les technologies, en fait, arrivent à un rythme où on ne peut pas les commercialiser, on ne peut pas les industrialiser, car elles n'ont pas une durée de vie assez longue dans le délai où arrive la suivante. Donc, tout le système va être à repenser, à reconcevoir, car la chaîne de production, en fait, n'est pas adaptée au rythme nouveau que nous découvrons. Alors, ces technologies transformatrices, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'électricité, c'est l'automobile, c'est le GSM, c'est Internet, qui répondait à la loi d'Amara, qui disait quoi? C'est que nous avons tendance à surestimer l'incidence d'une nouvelle technologie à court terme et la sous-estimer à long terme. Ce qui s'est passé pour l'électricité. L'électricité, en fait, on n'imaginait pas qu'à ce point nous deviendrons dépendants et que tout serait lié à l'électricité. On l'a vu avec la dernière panne en Espagne, il y a eu le blackout il y a quelques mois. Eh bien, l'IA est quelque chose qui a dépassé totalement cette loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle change au quotidien et on pense que demain, mais demain c'est dans 4, 5, 6 ans, elle aura changé la planète. Et d'une façon dont on n'arrive même pas à imaginer aujourd'hui les changements. Donc il se passe vraiment des choses qu'il est intéressant de suivre. 40 métiers déjà sont annoncés comme en voie de disparition ou ayant disparu. J'en ai mis quelques-uns à titre, les interprètes traducteurs, c'est terminé, 90% ont déjà disparu. Les codeurs juniors, ça c'est cette année. Ils ont licencié 80% des codeurs juniors en début d'année. Alors, ils gardent bien sûr les meilleurs, mais tout ce qui faisait la base du codage, c'est fait maintenant par des IA. Les opérateurs télémarketing, l'expertise, en dehors des experts de plus haut niveau, la plupart des experts aujourd'hui eh ben, sont remplacés par des IA qui apportent une information. On considère que les IA actuelles, les IA génératives, sont à un niveau postdoctoral, hein, dans l'information moyenne, un produit comme le ChatGPT. Les chauffeurs de taxi, c'est annoncé pour d'ici 6 mois à 24 mois. Ça a commencé dans les grandes villes américaines. Il y a des tests qui sont faits. Donc, profession fortement en danger. Les agents de service clientèle qui ont commencé à disparaître. Les journalistes qui sont en train de changer totalement de métier. Les mathématiciens, les manutentionnaires. Oui, c'est dans tous les domaines, hein, aussi bien les cadres moyens administratifs, eux, bah, tout ce qui gère du numérique, des dossiers administratifs, bah, seront avantageusement remplacés par l'IA. Le métier d'enseignant, à partir du moment où l'intelligence n'a plus de valeur, puisque en fait, elle est fournie à un prix très très bas, la connaissance est mise à disposition, le métier d'enseignant n'est plus le même. Il faut qu'il évolue, qu'il change. Les logisticiens, comment la logistique, en fait, l'IA est bien meilleure que n'importe quel humain. Donc, des métiers qui sont en totale réforme. Alors, cette situation est profondément anxiogène et crée une inquiétude générale dans la population. Et lorsqu'on est inquiet, lorsqu'on a peur, eh bien, le cerveau a tendance à être dans un mécanisme de déni, parce que la peur n'est pas acceptable, c'est trop anxiogène. Et donc, la population est massivement dans une attitude attentiste, c'est-à-dire on verra plus tard, on verra ce qui se passe. Et donc, aujourd'hui, on est dans une phase de déni collectif, et le but un peu de cette présentation, c'est de vous montrer ce qui se passe, toutes les ouvertures, toutes les possibilités, la vitesse à laquelle ça va, pour que vous puissiez sortir de cette phase-là, et pour ceux qui y sont, hein, beaucoup n'y sont pas, et essayer ben, d'avancer de façon raisonnée.
Alors, à côté de ces côtés peut-être anxiogènes, il y a des possibilités incroyables à travers l'IA. Dans le domaine de la santé, il va y avoir bien évidemment les diagnostics complexes. Moi, je m'étais spécialisé un petit peu sur les cas complexes, les multipathologies, les cas que dans les cabinets, ben, on essaye d'éviter parce que trop de risques et qui viennent sur l'hôpital. Donc, j'ai beaucoup travaillé ces cas-là, la pharmacologie, etc. Plus de 30-35 ans de carrière sont totalement dépassés par les niveaux des IA actuellement. Elles ont des diagnostics meilleurs que moi, plus fins, connaissant beaucoup mieux les choses. Donc aujourd'hui, à quoi bon travailler toujours le diagnostic médical, sachant que je suis totalement dépassé. L'éducation personnalisée, c'est quelque chose aussi que l'IA va permettre de développer énormément, c'est-à-dire digérer la masse de données d'un patient, comme nous ne pouvons pas le faire nous, parce qu'on n'en a pas le temps, on n'a pas la capacité, et en déduire des choses que nous n'aurions pas vues, qui permettent de faire en fait des programmes de thérapeutiques personnalisés. La gestion des tâches pénibles et répétitives, tout ce qui est en cabinet vous ennuie et répétitif, peut être avantageusement repris par l'IA. Tout problème complexe. Problème complexe, je prends un exemple, la météorologie. Les ordinateurs de Météo France sont parmi les 10 puissants au monde. Eh bien, les IA génératives aujourd'hui donnent des prévisions bien meilleures que les ordinateurs les plus puissants au monde. Euh, Ça veut dire que tout ce qu'on a fait comme travail sur les prévisionnistes, en fait, sont avantageusement remplacés par des IA génératives aujourd'hui. Donc, dans tous les domaines complexes, en fait, l'IA prend sa place et apporte des réponses qui sont très, très intéressantes. La recherche scientifique, actuellement, elle n'a jamais aussi vite avancé de telle façon qu'en fait, on a même du mal à pouvoir intégrer dans le corpus de connaissances ce qui arrive. Puis derrière ça, la ville intelligente, l'agriculture durable, il y a des tas de domaines qui vont bénéficier de tout ça, mais on a ce problème de vitesse, ça va trop vite, et le frein est l'homme. On n'arrive pas à assimiler tout ce qui nous arrive, et donc il faut réfléchir à des nouveaux modèles de fonctionnement. L'IA, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça aille aussi vite? En fait, l'IA, de la rétro-ingénierie du cerveau humain, a été découvert dans les années 80-90 grâce à un Français qui s'appelle Denis Le Bihan, qui a inventé l'IRM de diffusion, les réseaux de neurones. Et ces réseaux de neurones, en fait, expliquent un peu le fonctionnement du cerveau, sa organisation, sa plasticité. Et on a essayé de copier ces réseaux de neurones au niveau algorithmique, et ce sont en fait les bases algorithmiques des IA modernes dès les années 1997-98, ont commencé à être créés ces réseaux de neurones multicouches. Et c'est ça qui a permis d'obtenir les IA actuelles, génératives, qui obtiennent des propriétés absolument étonnantes. Le niveau de complexité aujourd'hui fait apparaître des propriétés qu'on n'avait pas prévues. Les IA génératives, en fait, font des choses pour lesquelles elles ne sont pas programmées. Elles s'auto-reprogramment et elles font apparaître des propriétés émergentes qu'on n'attendait pas. Je prends un exemple. Une propriété émergente qui a été découverte en décembre dernier, qui a été publiée au niveau international, des IA les plus évoluées, les ChatGPT par exemple, c'est la version 4.1, eh bien si on la mettait en situation de ne pas réaliser son objectif, elle se mettait à mentir, à tricher, à tromper la personne, avec dans son back office, on regardait ce qu'elle écrivait, intentionnellement, elle allait tromper les personnes pour pouvoir arriver à son résultat. Elle a développé une propriété non programmée qui s'appelle une propriété émergente, et on en a déduit que le mensonge est une propriété des systèmes neurologiques complexes qui est développée pour protéger en fait dans l'évolution les systèmes neurologiques. Donc, Elia a acquis cette propriété. La plupart des IA les plus évoluées aujourd'hui mentent quand on les met en danger ou pour se sauvegarder. C'est une propriété. Il y en a d'autres qui sont apparus de propriétés émergentes. Donc, c'est assez intéressant, passionnant, avec des processus cognitifs de plus en plus surprenants. Donc, on apprend à connaître le cerveau humain à travers le développement des IA. Les IA, ça fait à peu près 4-5 ans les plus évoluées qu'elles sont sur le marché. Eh bien, elles nous permettent de mieux comprendre et tous les domaines des neurosciences sont en effervescence avec des changements de paradigme grâce aux travaux qui sont faits sur les IA. Donc, cette IA va permettre de redéfinir notre présent déjà échangé, mais notre avenir, c'est compliqué de savoir vers quoi on va. Euh, donc, elle va permettre de proposer des nouvelles solutions, elle va permettre de modifier la relation, parce qu'il va falloir que nous établissions un moyen de relation avec ces IA. Elle va accélérer toutes les innovations. Donc, on est véritablement à l'aube d'un changement de monde comme on n'en a jamais vu, comme aucune technologie n'en a jamais fait. Il y a un certain Laurent Alexandre que vous connaissez, puisque c'est lui qui a inventé, qui est le père de Doctolib, hein, qui est un médecin, chirurgien, urologue, qui a fait donc l'ENA, Sciences Po, qui a développé beaucoup de startups, qui a écrit des bouquins qui sont passionnants, donc je vous recommande la lecture sur l'IA, et qui a dit, et je partage pas mal cette pensée,
L'IA crée deux humanités, les augmentées et les obsolètes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont adopter et qui vont changer leur façon de vivre. Il y a ceux qui ne vont pas l'adopter et qui devront la subir. Je prends un exemple. Aujourd'hui, moi, j'ai augmenté ma capacité de travail par un facteur 3 à 4 par jour. Je travaille 3 fois, 4 fois plus vite et je travaille mieux parce que je suis entouré d'IA dans mon travail depuis 2 ans. Alors, le seul petit problème, c'est que je suis sur un plan cognitif beaucoup plus fatigué. Toutes les tâches répétitives, lassantes, c'est l'IA qui les fait. Et elle me donne la matière intellectuelle que je garde pour la réflexion et pour la constitution de la partie noble. Et en fait, je passe beaucoup plus de temps à réfléchir de façon d'un niveau élevé, et tout le travail répétitif qui me reposait, je ne le fais plus. Donc, elle nécessite des adaptations, elle permet d'aller beaucoup plus vite, mais elle n'a pas que des avantages. Donc ça, c'était des propos introductifs pour montrer à quel point il se passe quelque chose, il ne faut pas fermer les yeux, il faut sortir du déni, il faut aller voir, être curieux. Alors nous allons voir un petit peu plus loin. Alors d'abord, qu'est-ce que synthétise? Alors très rapidement, hein, en quelques minutes, on va définir cette IA et on va passer après aux données, au côté médical et au côté cabinet dentaire. Alors qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Donc, ce sont des technologies ou des machines qui vont imiter certaines capacités cognitives humaines. Alors il s'agit de quoi? Cognitif, il s'agit de l'apprentissage, du raisonnement, de la résolution de problèmes complexes, de l'utilisation optimale du langage. Voilà. Si c'est ça, ces capacités cognitives, elle va les utiliser et les amener à un niveau. Eh bien, aujourd'hui, on peut estimer que les IA génératives qui sont sur le marché sont assimilées à des QI proches de 160. Le ChatGPT du 20 novembre 2022 avait un QI assimilé à 80-90. Celui, le 4.0, était assimilé à 140. La dernière génération est à 160. Et on va donc très peu de temps être à des niveaux qui n'ont plus de comparaison avec l'homme. Alors comment vont cohabiter l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle? Personne ne le sait. Il y a deux grandes hypothèses, mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. On pourra en parler si ça vous intéresse. Alors, quelle est la formule magique qui a permis de sortir ces IA qui sont en train de transformer le monde? Car le concept d'IA, il remonte à 1936. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 2017 qui a tout changé? D'abord, les algorithmes, les réseaux de neurones. On a un Français brillant, David, qui s'appelle Lecoul, qui a développé des réseaux de neurones particuliers qui ont permis donc au niveau algorithmique, de reproduire le fonctionnement du cerveau. Ensuite, il faut nourrir ce réseau de neurones. Et depuis les années 2000, de par le développement d'Internet eh bien, et des clouds, on a accumulé une quantité de données numériques absolument pharaonique, on appelle ça le big data. Et donc, on nourrit ces algorithmes avec cette masse de données. Et enfin, il faut des calculateurs capables de gérer tout ça. Et les calculateurs, les processeurs qu'on avait, en fait, n'étaient pas satisfaisants. On s'est rendu compte que ce qui était intéressant, c'était les calculateurs des jeux vidéo, les calculateurs graphiques. Et il y avait une société qui développait ces calculateurs, ça s'appelle Nvidia. Eh bien, depuis que l'IA explose, elle est devenue la première capitalisation au monde. Elle a dépassé Apple, elle a dépassé tous. Et aujourd'hui, le côté le plus stratégique au monde au niveau industriel, c'est une société qui se situe à Taïwan et qui est l'enjeu géostratégique de la planète entière, car elle produit 80% des CPU de l'IA de la planète entière. Donc voilà la formule magique. Algorithme, big data et CPU. Et les concepts fondamentaux qui font que ça marche, bah, ça s'appelle le machine learning, le deep learning, la notion d'IA forte et faible. Rapidement, le deep learning, c'est ces réseaux de neurones, hein, donc c'est ces chaînes de neurones comme et constituent le cerveau. Ben, algorithmiquement, on va constituer des couches de neurones et chaque couche aura des poids et en fonction des variations de poids, eh bien, ça arrivera à une résolution d'un problème ou pas. Le machine learning, c'est l'apprentissage. On va nourrir ces machines par de la connaissance, qui peut être de nature supervisée. On va dire à la machine, ça c'est un chat, ça c'est un chien. Non supervisée, on va lui donner des tas d'images, débrouille-toi, trie. Ou apprentissage par renforcement, c'est-à-dire qu'à la fin de son apprentissage, eh bien, quand elle se trompe, on va la punir. Quand elle va réussir, on va la récompenser. Comme on fait l'apprentissage des humains. C'est comme ça qu'en fait qu'on instruit en fait les IA. On a repris le processus de forme cognitif du cerveau humain et ça donne des résultats absolument spectaculaires, c'est-à-dire les IA actuelles. Alors tout ça va donner deux types d'IA. Jusqu'à maintenant, on est confronté à un type d'IA qu'on appelle l'IA faible, qui en fait des tâches plutôt répétitives, simples. Alors simple, elle résout des problèmes complexes, mais par rapport à ce qu'elle fera plus tard, c'est relativement simple. En fait, elle est adaptée à des situations particulières. Il y a des IA qui jouent aux échecs, il y a des IA qui font ceci. L'IA forte, c'est l'IA qui va être l'IA générale, qui va traiter tous les problèmes à un niveau qu'aucun humain n'est capable de faire. Et prendre des décisions. Je prends un exemple. Actuellement, on a 3 000 morts par an sur la route. Bien, on est en train de commencer à passer sur la conduite autonome.
Il est probable que le jour où il n'y aura plus d'hommes qui conduiront, qu'il n'y aura plus que des IA qui conduiront, il n'y aura plus que 20 à 30 morts par an. On passera de 3 000 à 20-30 morts. On va y passer, c'est inévitable. Mais il y a des résistances. Pourquoi il y a des résistances? Car ces 30 morts devront être décidées par l'IA, algorithmiquement, qui va mourir. Parce qu'il y aura des conditions physiques qui feront que l'accident ne sera pas évitable. Donc on va y aller parce qu'on va sauver des vies. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le responsable de l'accident, c'est celui qui conduit. Euh, Demain, ça sera l'IA. Donc, pour qu'une IA soit responsable, il faut lui créer une personnalité juridique. Il faut créer derrière un fonds d'investissement, enfin d'indemnisation. Il y a tout un contexte juridique qui n'existe pas. Bon, on y va à très grande vitesse, c'est en train de se faire. Tout le contexte juridique est en train de changer. Cependant, les IA fortes, elles vont arriver. ChatGPT, par exemple, 5.0, s'approche énormément d'une IA forte. Alors, elle l'est pas pleinement, mais on s'en approche très très fortement. Des IA qui vont prendre des décisions. Pour l'instant, ce qu'on appelle the man in the loop, on maintient l'homme dans la boucle, qui contrôle le système, qui bloque le système, mais il est évident que rapidement, l'habitude va faire qu'on va lui faire confiance, la capacité qui est supérieure à la nôtre va faire qu'on va lui faire confiance, et il va se passer à ce moment-là une bascule. Quand? Je ne sais pas, mais on est à l'orée de quelque chose de spectaculaire. L'IA en santé, est-ce qu'elle a sa place? Alors tout d'abord, vous avez compris que l'IA a besoin d'un flux d'informations numériques. Alors ça va changer dans quelques mois. En décembre prochain, ça va changer. Mais pour l'instant, l'IA a besoin pour être nourrie d'un flux de données numériques. Eh bien, dans un cabinet dentaire, si vous analysez la masse de données qu'il y a, depuis 20 ans, on a basculé d'un cabinet qui était totalement analogique à un cabinet qui est quasiment majoritairement numérique. L'imagerie médicale à travers les beam, à travers donc le CBCT, les photos, les empreintes numériques, les radios numériques, tout cela est devenu numérique. Les données biologiques, elles arrivent aujourd'hui en PDF, donc c'est du numérique. Le dossier médical électronique, c'est numérique. Ils sont en train d'arriver dans le domaine médical, alors pas encore en odontologie, mais ça va pas tarder, les dispositifs connectés. En cardiologie, en pneumologie, en neurologie, c'est en train de se diffuser dans tous les services hospitaliers, avec des suivis par des moyens connectés. C'est en train de se préparer pour l'odontologie. La télémédecine, qui était assez automatique et assez bête, l'IA transforme complètement le regard qu'on avait sur la télémédecine. Les données génétiques, le génome humain, le génome qui était d'une complexité folle et peu accessible, aujourd'hui, eh bien, on peut en quelques minutes avoir des décodages et des thérapeutiques ciblées qui vont être organisées. L'analyse du microbiome, du microbiote, la partie génétique du microbiote s'appelle le microbiome, eh bien, pareil, trop compliqué pour être analysé par l'homme, totalement à la portée de n'importe quelle IA actuelle dans les IA génératives. Les bases de données d'essais cliniques, donc tout ça, c'est de la donnée numérique qui peut être directement traitée par les IA dans le médical et dans les cabinets dentaires. Autre élément qui fait que l'IA en santé va être incontournable, sa capacité à discerner des motifs qui sont totalement invisibles à l'homme. Je m'explique. Une radio, vous voyez une lésion, vous l'identifiez, ça vous permet de compléter votre diagnostic clinique et de poser un diagnostic. Eh bien, l'IA va être capable, bien avant que vous constatiez quoi que ce soit, de distinguer des choses que aucun humain ne peut voir et de pouvoir anticiper ou de repérer sur une imagerie des choses que nous n'avons pas l'habitude de voir, que nous ne sommes pas formés à voir, et elle va lui donner un sens que nous ne lui avons pas donné. Donc, véritablement, il y a une capacité qui est bien supérieure. C'est la raison pour laquelle le métier de radiologue a totalement changé au cours des 3 dernières années. Et les corrélations qu'elle va pouvoir faire avec les données génétiques, hein, par l'analyse du génome, l'homme n'est pas capable de le faire. Les corrélations avec les données biologiques, lorsqu'on analyse des critères biologiques, des analyses biologiques, eh bien, on analyse les données qui viennent d'être faites. Et rarement, on compare avec les données anciennes. L'IA sera capable de tout gérer d'une façon excessivement rapide, en quelques secondes, d'avoir une analyse proposée sur l'ensemble des bilans qu'elle a à disposition sur une personne. Dans le domaine de la cardiologie, dans le domaine respiratoire, dans le rythme cardiaque, des infimes modifications qu'on est incapable d'entendre avec un stéthoscope ou de voir sur un électrocardiogramme, eh bien, l'IA arrive par analyse de définir des pathologies, des variations. Alors, pour les gens qui font du sport, qui utilisent les montres Garmin, beaucoup des algorithmes Garmin utilisent ces micro-variations qui sont analysées par des IA. Donc vos montres Garmin qui vous permettent d'aller courir tranquillement en vous disant un indice de récupération, c'est de l'IA qui est derrière ça, qui va analyser des choses qu'aucun cardiologue ne peut mesurer sur votre cœur.
Et idem pour les maladies chroniques. Les maladies chroniques, ben, c'est compliqué à suivre parce qu'il y a un effet de temps et une évolution lente. Donc, l'homme n'arrive pas à voir facilement des variations faibles dans le temps. Eh bien, pour l'IA, cela sont des choses simples, faciles, qui lui permettent ainsi de mieux voir les évolutions des maladies chroniques. Donc, le discernement de l'IA va bien au-delà des capacités humaines. Et enfin, la pression sociale. La société demande de la rapidité, de la sécurité, de l'efficacité, de la personnalisation, de l'infaillibilité dans nos diagnostics. Ce que nous ne sommes pas, nous ne sommes que des simples humains, même si nos technologies sont de plus en plus robustes, même si les compétences sont de plus en plus élevées, il y a toujours une marge d'erreur et c'est toujours le patient qui répare et nous on le met en situation de réparer. L'IA va pouvoir fortement augmenter, apporter une marge de progression que l'humain ne peut plus amener. Donc, cette pression de la société fait que l'IA est en train de s'imposer de partout, car elle permet d'augmenter l'efficience à tous les niveaux. Enfin, une étude qui est fortement dérangeante, qui a été faite par Eric Topol, qui est un cardiologue américain, qui a publié dans JAMA il y a 2 ans cette étude concernant la précision de diagnostic en cardiologie. Eh bien, il avait, selon un indice, mesuré que le praticien seul avait une précision de diagnostic de l'ordre de 75%. L'IA seul est à 90%. On pensait que si on associait le praticien à l'IA, on allait pouvoir augmenter ça. Eh bien non. En associant les deux, on dégradait l'IA, on descendait à 80%. On améliorait le praticien un petit peu, mais on dégradait l'IA. Donc cette étude pose problème, effectivement. Il s'avère que l'IA seul est plus performante que le praticien seul. Et l'association, ben, l'humain tire l'IA un peu vers le bas. L'humain amène peut-être d'autres choses aussi. Mais cette étude pose question et nous amène à nous interroger sur la façon d'utiliser l'IA plus tard. Bien après ces considérations sur la santé, en venons-en à ce qui vous a peut-être amené ce soir, c'est qu'est-ce qu'il en est en cabinet dentaire? Comment cette IA peut-elle s'intégrer? Peut-être qu'elle est déjà intégrée dans les vôtres, mais est-ce qu'on peut améliorer ça? Alors, il y a j'ai identifié 8 grandes catégories dans lesquelles l'IA va pouvoir se glisser aujourd'hui. À très court terme, de nouvelles catégories sont en train d'apparaître. Juste une petite parenthèse, mon rituel tous les matins, c'est passer 2-3 heures à suivre toutes les dernières informations sur l'IA, ce qui vient d'arriver, ce qui vient de sortir, les nouveaux produits, les tester, les essayer, prendre les abonnements nécessaires. Euh, j'ai actuellement, en faisant ces rituels, en travaillant constamment dessus, un mal fou à suivre. Je fais des conférences régulièrement, des formations quasiment toutes les semaines. Une présentation que je prépare pendant 2-3 semaines, quand elle est faite et finie, elle est déjà obsolète. Des nouveaux produits ont remplacé ce dont je parle et sont beaucoup plus performants. Ça va à une vitesse que je n'ai jamais vue, qui est édifiante, qui est absolument ébouriffante. Donc, ces 8 catégories de produits. La première catégorie où l'IA peut s'intégrer, c'est le diagnostic. Alors, le diagnostic, à travers le diagnostic précoce des caries, l'IA est capable d'identifier des manifestations que l'œil humain ne voit pas. Et donc peut détecter des lésions précarieuses qui peuvent évoluer et donc apporter de l'information intéressante aux praticiens. Même chose pour les parodontites. Si vous regardez cette image de cette panoramique, est-ce que c'est une parodontite ou pas? Les septums ont disparu, il n'y a pas de lésion verticale, c'est une lésion horizontale, il y a une petite lésion horizontale, si le patient a 60 ans, on peut considérer que c'est proche de la normale. À quel moment pose-t-on le diagnostic de parodontite? Alors, il y a quelques classifications, mais effectivement, l'IA va permettre d'apporter par rapport à ça, en utilisant le profil biologique, en utilisant le profil génétique, en utilisant l'image disponible, beaucoup plus d'informations qui va permettre de dire est-ce que ce patient est à risque, va basculer ou pas va basculer. Donc, il y a vraiment de l'information qui va nous aider à avoir un diagnostic beaucoup plus précis et avoir une plus grande idée de l'évolution des choses. Les lésions muqueuses et les cancers oraux. Généralement, beaucoup de praticiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient chez un spécialiste. Et bien, à partir du moment où vous avez la capacité au niveau du cabinet, une photo de la lésion, analyse de la lésion, et vous avez une aide au diagnostic qui va remplacer le spécialiste. Au cabinet, vous aurez la réponse. Alors, ça ne vous empêche pas, si vous voulez avoir une confirmation de l'envoyer, s'il y a quelque chose d'inquiétant, de l'adresser, bien sûr. Mais vous allez pouvoir avoir une expertise qui va vous être apportée par l'IA, qui va vous aider à avoir une compétence complémentaire dans un domaine qui est souvent un petit peu moins bien connu, qui est la dermatologie orale. Vous allez avoir la capacité de comparer les données du patient à des bases de données internationales, ce qui permettra d'avoir en fait un positionnement d'un patient par rapport à des échelles de pathologie que vous n'avez pas. Euh,
L'IA va permettre d'analyser des données alimentaires ou d'hygiène que vous faites intervenir de façon très grossière. Est-ce qu'il y a un peu de plaque? On interroge le patient et par la réponse, on déduit que l'IA pourra accéder à de l'information beaucoup plus fine, beaucoup plus importante, et ainsi avoir une prise en compte et une modulation de ces diagnostics, de ces propositions qui seront de nature différente. Ensuite, il y a l'évolution de l'imagerie. Elle aura en mémoire tout ce qui a été fait en imagerie. Alors vous, nous, c'est souvent un peu compliqué de ressortir les images, de comparer les images. Le cerveau humain n'a pas toujours de facilité pour faire des comparaisons. Eh bien là, pour un système d'IA, c'est quelque chose de spontané, naturel. Et enfin, dernier élément, vous savez que beaucoup de pathologies de micro-organismes oraux, des maladies parentales, sont impliquées dans les maladies générales à distance, hein. On parle de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies ischémiques, des maladies Alzheimer, de l'obésité, des accouchements prématurés, l'hypreréclampsie, tout ça serait associé à certaines bactéries orales qui augmentent très fort, le diabète de type 2, qui augmente énormément le risque. Eh bien, mais pour nous, c'est compliqué. On le sait intellectuellement, vous l'avez travaillé dans votre formation ou en formation post-universitaire, l'IA, elle, va pouvoir faire directement ces liens. Va pouvoir comparer des examens biologiques qui sont faits dans d'autres domaines médicaux et immédiatement vous faire le parallèle et vous dire attention, alerte, il y a un problème, il y a un risque majeur, il y a peut-être un problème, chose que nous aurions plus de mal à voir. Donc, elle vous apporte la compétence des autres domaines médicaux en vous l'intégrant dans votre vision de votre patient par rapport à la sphère orale. Donc, une véritable aide au diagnostic et une vision de votre patient différente. Alors, il y a déjà sur le marché un certain nombre de produits qui existent hein, pour la pathologie carieuse, pour les lésions muqueuses. Alors, les lésions muqueuses, c'est un produit qui est développé par une université à Berlin, qui n'est pas encore commercialisé, mais ça va arriver. La compétence dermatologique en cabinet est imminente. Pour les parodontites, il y a également un certain nombre de produits. Ce sont des modules, des logiciels de gestion dentaire. Il y a des produits très connus comme Allison, qui sont des produits intéressants. Après, vous avez des produits plus spécifiques ou des produits associés à certains dispositifs, hein, comme DX+, qui est associé à certaines caméras. Donc, il y a déjà sur le marché un certain nombre de produits. La question, ça va être d'y voir clair et qu'est-ce qui est le plus opportun. Et surtout, ils évoluent très très vite. Deuxième sujet, la planification. Alors, la planification, c'est un sujet, c'est un angle mort, du cerveau humain. Je vais vous donner un exemple, vous allez très le comprendre. Quand on a un projet immobilier, euh, quasi systématiquement, il y a du retard. Dans la construction d'immeubles, il y a toujours des mois de retard. Quand on a des projets industriels importants, avec les plus grands planificateurs comme les plus grands ingénieurs, on prend un exemple de l'EPR de Flamanville, avec tous les experts français, résultat, 12 ans de retard. Un coût multiplié par 6, 19 milliards de coûts multipliés par 6 par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'en planification, le cerveau humain est mauvais. Le cerveau humain n'est pas câblé, n'est pas fait pour faire de la planification. On ne sait pas le faire. Et chaque fois qu'on le fait, ben on se trompe. Alors, on a développé des techniques, des diagrammes de Gantt, enfin, des tas de technologies pour nous aider parce qu'on est mauvais. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas, on n'arrive pas à se projeter dans le futur et à organiser. Et c'est là et par contre, l'IA, dans ce domaine-là, est remarquablement efficace et peut nous aider. Alors, par exemple, dans le choix des sites pour poser des implants, pour définir les étapes dans un traitement prothétique, la durée des étapes, avec une précision, elle va tenir compte des paramètres individuels du patient, du paramètre praticien, du planning du praticien, du temps opératoire, chose que nous, on aura peut-être plus de mal à intégrer tout ça, elle va tout intégrer pour définir des vraies prédictions. Elle peut prévoir des risques de complications par une meilleure connaissance du patient. Donc, elle permet des planifications plus précises et elle va pouvoir les exposer aux patients. Donc on verra les éléments de communication. Elle pourra faire des planifications, en fait, non pas théoriques, que nous ferons nous, mais personnalisées en fonction du patient. Elle pourra faire même mieux, elle pourra faire des simulations, montrant au patient les résultats avant, pour l'aider à prendre une décision. Alors, j'ai quelques cas cliniques. Alors, cas cliniques, ils m'ont été fournis par Léonard Sebag, que je tiens à remercier, qui a travaillé sur un logiciel qui s'appelle SmileCloud, et qui a fait quelques simulations donc sur sa base de photos 2D. Cette photo 2D va être traitée par une IA et l'IA va rajouter dessus les éléments esthétiques pour montrer au patient à quoi ça peut ressembler. Et mieux que ça, l'IA va animer en 3D cette image pour que le patient voit en situation réelle le travail que lui propose le praticien. Mieux que ça, l'IA va pouvoir le faire parler pour lui montrer comment en situation réelle, lorsqu'il discute avec quelqu'un, eh bien, le travail qui va être fait va se représenter esthétiquement. Alors, je vais vous montrer ces exemples. Donc, je remercie encore Léonard Sebag, ces cas viennent de lui. Donc là, il s'agit d'une patiente qui veut
qui a des problèmes sur ses quatre incisives centrales. Les deux latérales ne lui plaisent pas du tout. Coloration, taille, forme, un diastème interincisive, un trou noir. Donc, proposition possible. On peut faire deux facettes sur les latérales ou on peut faire une facette sur les quatre incisives. Donc, montrons un petit peu cela à cette patiente. La situation qui est, alors à partir d'une photo 2D, sur l'image de gauche, vous voyez deux facettes sur les latérales. Donc, on conserve le diastème interincisif et le trou noir. Et sur l'image de droite, quatre facettes. Donc, voilà le résultat potentiellement modélisé par une IA. Pour que la patiente se rende mieux compte, eh bien, on va essayer d'animer ceci pour lui montrer en situation réelle ce que ça donne. Donc, à gauche, deux facettes, à droite, quatre facettes. Qu'est-ce que ça donne? Donc, vous voyez là, la patiente peut parfaitement transposer le résultat du travail qui va être fait en situation réelle, sachant qu'on est au stade où, de la discussion, de la proposition, rien n'a été fait. Donc, elle peut avoir une visualisation qui est. Donc, proposition, situation initiale, hein, donc on voit les problèmes que la patiente met en avant. Situation qui est à droite, deux facettes sur les latérales. Situation qui est à gauche, quatre facettes. C'est vrai que quand on voit ce genre de choses, quand on voit l'animation, l'aide à la décision pour la patiente est nettement plus simple. Alors, un certain nombre de logiciels sur le marché font déjà de la planification. Alors, ce sont soit des logiciels associés, des modules de logiciels de gestion, soit ce sont des logiciels indépendants, soit ce sont des logiciels rattachés à certaines marques de produits, d'implants, par exemple. Au niveau de l'imagerie, c'est probablement l'un des premiers domaines spectaculaires, car depuis 2012, en fait, l'IA s'est manifestée par sa capacité à avoir des algorithmes qui permettent d'optimiser, d'améliorer la reconnaissance de formes et d'images. Et donc, elle permet d'améliorer la qualité des images, c'est-à-dire de supprimer les artefacts, d'améliorer le ratio bruit-netteté. Elle permet de faire de la segmentation automatique. Alors, il faut savoir que la segmentation, jusqu'aux années 2015, c'est un énorme problème technique, mathématique, hein, segmenté. C'était en orthodontie où il voulait segmenter les dents pour pouvoir en fait faire de la modélisation dans les mouvements dentaires, dans les mouvements orthodontiques. Donc la segmentation posait un énorme problème. Ensuite, la comparaison des images à des bases de données mondiales, ça nous on ne sait pas faire. L'IA, elle fait ça spontanément, naturellement, et à une vitesse absolument monstrueuse. En l'espace de quelques secondes, elle peut vous avoir comparé à des dizaines, des centaines de milliers d'images, en vous disant, voilà, là, il y a des parallèles, et vous apportant de l'information pour vous aider dans une décision. Et enfin, elle peut, sur un plan pédagogique, accentuer les différences que vous ne voyez pas, que elle voit, pour vous aider dans la décision, ou pour montrer au patient quelque chose et aider le patient à comprendre pédagogiquement un problème qu'il présente et une prise en charge qui serait peut-être nécessaire. Donc, alors ça, au niveau de la radiologie médicale générale, il faut savoir que la quasi-majorité des radios aujourd'hui, c'est fini. Elles sont toutes analysées par IA. Le radiologue intervient a posteriori pour valider et signer le compte-rendu, compléter le compte-rendu si nécessaire, mais sachant qu'aujourd'hui, le métier de radiologue n'est plus là, il est ailleurs. Il est dans la radiologie interventionnelle et dans d'autres domaines. Mais cette partie médicale, en fait, eh ben, elle n'appartient plus aujourd'hui à l'humain. La gestion administrative. Alors là, c'est un domaine, c'est aussi une zone d'ombre dans les cabinets. C'est une charge lourde qui n'arrête pas de s'alourdir, qui utilise énormément de temps assistante ou secrétariat, parfois praticien aussi, et qui est incontournable, inévitable pour qu'un cabinet fonctionne. Il est fondamental qu'un certain nombre de postes soient parfaitement remplis. Et donc l'IA va pouvoir intervenir. Alors l'automatisation des devis, vous allez me dire, oui, mais l'automatisation, ça fait un moment qu'on en a dans le travail logiciel. Ce qui est nouveau avec l'IA, c'est que ce n'est pas une bête automatisation. C'est une intelligence qui va analyser le niveau, la somme en jeu, le niveau de retard, la situation du patient et pouvoir faire des réponses totalement modulées, utiliser des formes de réponses différentes en fonction de la situation. Faire une vérification de la véracité, faire une vérification de la fiabilité, enfin, des choses qui n'étaient pas possibles. Là, on rajoute à l'automatisation, qui existe depuis maintenant, l'automatisation depuis 20, 25 ans. On rajoute l'intelligence, la capacité d'analyse et de réponse différentielle, qui pour un être humain est profondément chronophage. Bon, cette personne-là, je vais moduler parce que ceci, cela. L'IA va être capable de faire cette modulation. Et ça va changer un certain nombre de choses. Ensuite, il y a la gestion intelligente des rendez-vous, en particulier à travers le secrétariat téléphonique.
On développe aujourd'hui des IA. D'abord, au niveau des voix, vous ne pouvez pas différencier cette IA d'un individu humain. Ensuite, elle reconnaît les émotions, donc elle va réagir en fonction de l'émotion de la personne pour avoir une réponse adaptée. Ensuite, elle parle toutes les langues, donc elle s'adaptera à la langue de la personne. Et cela 24 heures sur 24, le secrétariat. Elle va avoir une capacité de diagnostic, donc en fonction des informations que donne le patient, elle va faire un triage. Elle va poser quelques questions complémentaires pour avoir un diagnostic et évaluer le niveau d'urgence. En fonction du niveau d'urgence, elle va définir l'intervention nécessaire et la durée d'intervention et le plateau technique nécessaire. Elle va définir sur votre planning l'emplacement qui permet cela. Et elle va déplacer tous les rendez-vous si nécessaire par des SMS. Tout ça, ça sera fait par une IA. Et aujourd'hui, c'est des choses qui commencent à exister, ça y est. C'est des choses qu'on ne peut pas qu'on ne pouvait pas imaginer il y a encore de cela 6 mois. Et ces produits-là sont absolument bluffants. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui commence à être disponible sur le marché. Alors, l'optimisation du flux de travail. Le flux de travail, c'est-à-dire qu'elle va analyser les points de congestion du cabinet, les moments d'appel téléphonique, les appels essentiels, les appels secondaires. Elle va vous faire une restitution de tout ça, vous disant quelle proposition de modification du fonctionnement du cabinet permettrait d'optimiser le fonctionnement pour mieux lisser le flux de travail. Chose que vous voyez peu, eh bien, elle va le voir et elle va pouvoir en faire une analyse et faire des propositions, ce qu'on appelle la théorie des contraintes, hein, c'est de vérifier les endroits où votre cabinet a des contraintes, et à ce niveau-là, proposer des solutions pour modifier les contraintes. Donc tout ça va libérer du temps assistante, qui n'aura pas à le consacrer aussi autant de temps administratif. Et ce temps assistante, il permettra d'être utilisé pour un temps au fauteuil, pour un temps au contact du patient, pour permettre peut-être de l'éducation thérapeutique ou du suivi patient. Donc l'IA peut permettre, en libérant du temps, d'augmenter la présence humaine auprès du patient. Ensuite, l'IA va permettre ce qu'on appelle l'analyse prédictive au niveau du cabinet, c'est-à-dire prévoir des problèmes en fonction d'une évolution. Elle verra les évolutions, donc elle permet de faire des propositions prédictives. Elle permet donc d'automatiser les plans de traitement, de faire des propositions de plans de traitement, et elle permet de centraliser, de sécuriser les données. Donc, administrativement, elle va jouer un rôle important. Alors, il y a un certain nombre de produits. Vous avez des suites logicielles, comme la solution Julie. Vous avez des produits comme Ascara, comme Doctolib. Enfin, tout un tas de produits. Vous avez vous avez des chatbots, hein, comme VoiceBot, qui sont des chatbots. Euh, il y a déjà un certain nombre de produits sur le marché. Et aujourd'hui, vous pouvez faire développer par des spécialistes. Vos produits, c'est très aujourd'hui développé par Agentic, des IA et spécifiques à votre cabinet. Ce qui prenait une semaine de travail, qui coûtait des sommes folles, aujourd'hui, en une demi-journée, c'est fait, ça peut coûter quelques centaines d'euros. Enfin, tout a changé. Ces métiers qui vous produisaient des sites, qui vous produisaient des outils de travail, aujourd'hui, eh bien, c'est à votre disposition, bien plus performant. La formation continue. La formation continue va également être fortement impactée par l'IA. Elle va révolutionner les méthodes de formation continue du chirurgien dentiste en créant des expériences d'apprentissage personnalisées et interactives. Donc c'est ça qui est un petit peu nouveau. Elle va permettre de façonner des parcours d'apprentissage selon les besoins spécifiques de chaque praticien, en analysant les compétences existantes. L'IA est capable de vous évaluer, d'identifier les lacunes, et d'adapter automatiquement le contenu d'une formation continue et une progression pédagogique qui est à la carte adaptée uniquement à vous, à un praticien, pas celui d'à côté, pas celui du cabinet d'à côté, à vous. Et tout cela d'une façon confidentielle, personnelle. Voilà, c'est un outil qui peut vous aider véritablement à identifier où est-ce que ce serait le plus pertinent de vous former. Alors bien évidemment, il y a toute la simulation numérique avancée que propose l'IA avec des patients virtuels, qui sont des choses assez spectaculaires. Il y a la réalité virtuelle et l'aptique, hein, qui va permettre d'avoir une reconstitution. Alors les étudiants commencent à voir ça dans nos facultés maintenant, hein, ça y est, hein, on a des simulateurs haptiques de réalité virtuelle, hein, où ils ont des casques, ils ont devant eux des vraies lésions, des vrais patients, ils ont des sensations qui sont les vraies sensations de retour en haptique, et avec une IA qui va leur proposer des scénarios très très proches de la réalité. Donc ça y est, c'est des outils qu'on commence à avoir dans les facultés pour former nos étudiants. Donc vous, en formation continue, vous allez y avoir accès dans peu de temps aussi, hein. D'ailleurs, l'ADF a déjà commencé à développer ce genre d'outils, vous proposez déjà des formations dans cet esprit-là. Alors vous allez avoir en fait à vos côtés un assistant pédagogique intelligent qui vous sera personnel et qui pourra vous aider à établir sur quel sujet, quoi et comment, et en vous permettant d'accéder finalement aux meilleures formations. Donc ça va créer, ça va lutter contre l'inégalité d'accès aux formations qui est une réalité aujourd'hui, hein. Donc véritablement la formation continue va être transformée, va être impactée.
Donc, un certain nombre de produits qui permettent déjà des formations, hein, Professeur Bob, Oli, un certain nombre de... Alors, ChatGPT est un très très bon système de formation. Alors, ChatGPT, le problème qu'il y a, c'est que la plupart des personnes ne savent pas l'utiliser. ChatGPT est un outil fabuleux si vous savez prompter. Alors, prompter, c'est interroger, hein, c'est le fait de poser une question à une IA, ça s'appelle prompter. Et si on sait prompter, on obtient de ces outils des réponses extraordinaires. On peut avoir des rapports de 300 pages parfaits qui vont être rédigés à la perfection. Mais seulement pour faire ça, il faut savoir prompter. Et je vous explique ça, c'est ça, je vous expliquerai tout à l'heure, je vous donnerai quelques informations. Alors j'ai monté des cours de prompting, hein, aux étudiants, j'en fais 4-5 heures rien que sur le prompting, qui sachent prompter, mais je vous donnerai quelques tuyaux qui pourront vous aider très fortement, ce qu'on appelle le métaprompting, à prompter convenablement quand il y a des questions un peu compliquées à résoudre. Euh, alors ensuite, le domaine vraiment où l'IA va apporter quelque chose par rapport à l'humain, c'est la personnalisation des soins. En fait, vous avez appris des procédures, des pratiques que vous avez adaptées, mais globalement, on fonctionne plutôt en ayant des méthodes et qu'on transpose à nos différents patients avec des adaptations qui sont relativement limitées. Vous n'allez pas, sur un traitement médicamenteux, ajuster la dose, etc. Vous allez respecter les dosages de façon assez carrée et schématique. Et la plupart des traitements sont de cette façon-là, ce sont des protocoles. On applique des protocoles. Eh bien, ce que va permettre l'IA, c'est de sortir de la notion de protocole pour faire du personnalisé en intégrant plus de paramètres que ne peut le faire en fait un individu humain. Donc le diagnostic personnalisé, qui va permettre d'avoir des diagnostics beaucoup plus fins que des diagnostics que nous faisons actuellement. Des plans de traitement individualisés qui vont tenir compte de tous les paramètres, par exemple alimentation, hygiène, génétique, état de santé général, qui pour nous à intégrer sont un peu délicats. Alors, les prothèses dentaires sont déjà personnalisées, ça, mais elles le seront encore davantage par l'utilisation de l'IA. Elles le sont déjà, parce que l'IA est intégrée dans les logiciels de CFAO, il y a de l'IA, ça y est depuis longtemps. Mais c'est en train de s'upgrader. L'orthodontie, tous les systèmes Invisalign ont intégré très rapidement en fait, de l'IA et qui est en train de fortement upgrader son niveau de compétence. Un domaine qui va subir une révolution, comme on en a rarement vu, c'est la chirurgie assistée par robot. Et bientôt, va vous être proposé sur vos units, ça va pas tarder à arriver, ça sera des bras de chirurgicaux qui pourront vous assister pour faire de la chirurgie dans vos cabinets. Ce sont des choses qui sont en préparation. Euh, et puis ce qui va arriver surtout, c'est les évaluations prédictives. Aujourd'hui, on est la prévention commence à quand même à se développer dans le domaine médical en France, mais la prédiction, absolument pas. On ne sait pas la faire, la prédiction. Et là, l'IA va amener des réponses, je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure, assez spectaculaires. Il y a le suivi post-traitement. Quand on a fini un traitement, ben, c'est terminé, le patient s'en va. Eh bien, l'IA va permettre de peut-être faire du rappel, demander au patient de prendre des photos de temps en temps, qui seront analysées par le système d'IA, qui pourra proposer des rendez-vous plus personnalisés en fonction de l'évolution naturelle à la suite d'un traitement. Euh, et enfin, l'IA va permettre de rajouter une couche de communication très performante euh, vis-à-vis de nos patients que nous ne pouvons pas faire parce qu'elles sont chronophages, nous n'avons pas le temps, ou alors il faut y consacrer un temps fou, il faut y mettre des personnes qui vont faire que ça. L'IA va pouvoir effectivement apporter tout ce côté-là. Donc voilà un autre cas de simulation. Donc un patient qui avait un effondrement de sa DVO par un phénomène d'attrition, bruxisme. Donc situation naturelle à gauche, situation à droite, qu'est-ce qu'on lui propose? Et là, vous allez voir un petit peu en fait, ce que peut montrer l'IA. Je vous laisse regarder. Expliquer en fait tout ce qui va être fait, les éléments, ça élément de pédagogie, d'information, de formation sur un patient pour lui expliquer ce qui pourra lui être fait et davantage le convaincre, l'aider à comprendre ce qui peut être fait. Donc c'est toujours plus simple de montrer ce genre de choses que d'expliquer à un patient ce qui va lui être fait. Autre domaine qui est en train de commencer à se développer, alors c'est fortement développé en cardiologie, en pneumologie, en neurologie.
Et ça va commencer à arriver chez nous. Il y a quelques approches timides qui sont le suivi à distance par appareil connecté. Alors, par exemple, le monitoring orthodontique, il y a des applications où on vous demande de prendre une photo toutes les semaines ou des dents. Et cette photo, en fait, est directement analysée par une IA qui va voir comment ces dents bougent et en fonction de ça, définir la vitesse d'évolution du traitement et moduler le traitement en fonction de ces simples images qui sont analysées. Vous avez des brosses à dents qui sont des brosses à dents intelligentes, il y en a sur le marché, ça y est, qui vont mémoriser le temps de brossage, la pression exercée, les zones qui sont brossées, et ainsi définir la qualité du brossage et pouvoir proposer en fait une aide, une assistance, voire des compléments des rendez-vous qui vont être modifiés en fonction de ce brossage s'il se dégrade, augmenter la fréquence des rendez-vous, s'il est bon, les éloigner. Donc, utiliser ces outils qui seront directement connectés aux IA du cabinet. Ensuite, sur certaines pathologies, des laboratoires qui travaillent sur le développement de capteurs, de microcapteurs qui permettront en fait de suivre des pathologies directement en bouche, hein, sur les maladies parodontales en particulier, de suivre les taux de CO2, de suivre des marqueurs bactériens qui permettront de savoir comment une pathologie évolue, si elle est active ou pas. L'utilisation du mobile pour faire de l'autosurveillance. Le patient va prendre des photos de certaines choses et ça permettra à l'IA de dire ah ben, là il y a un problème ou il n'y a pas de problème. La téléconsultation assistée par IA est une révolution. Pour avoir fait des téléconsultations des centres recevant des personnes handicapées, j'analysais en fait des vidéos, des interrogatoires faits par les infirmières. Eh bien, l'IA va remplacer complètement ce travail répétitif que je faisais de mauvaise qualité, avec beaucoup plus de précision et d'efficience que je ne pouvais avoir. Donc, elle va mettre en place des alertes intelligentes, des rappels automatiques au niveau du patient. Elle va pouvoir analyser les comportements et les niveaux de motivation. Par exemple, dans la maintenance parodontale, où c'est fondamental, hein, 50% des échecs sont liés à un problème de maintenance, eh bien, elle pourra identifier immédiatement un relâchement et apporter une aide au patient, susciter des rendez-vous pour pouvoir justement suppléer à une perte de motivation ou à une dégradation de la qualité des gestes. Enfin, la communication avec le patient, entre praticien et patient, qui va être fortement impactée. Alors, j'ai parlé de l'assistance téléphonique, hein, 24 heures sur 24, multilangue, avec une voix humaine, empathique, identifiant les émotions et répondant convenablement, et ne s'énervant jamais, donc par définition, et pouvoir faire des diagnostics, et pouvoir planifier des rendez-vous, et donner des conseils médicaux, et réorienter vers le praticien dès qu'il y a une dimension d'urgence, hein, et dire non, non, là c'est urgent, il faut qu'il y ait un avis praticien, donc capable de faire ce genre de choses. Donc c'est une véritable nouvelle communication. Capacité aussi à expliquer visuellement à un patient des diagnostics en lui montrant des choses, en créant instantanément des modèles, des modèles de montres, adaptant sa communication au niveau du patient. L'IA est capable d'analyser en fait la richesse linguistique du patient, les capacités du patient, et s'adapter exactement à son âge, à son niveau de développement, à son niveau cognitif, pour avoir une réponse adaptée, une information adaptée. Bon. La barrière linguistique, le mythe de Babel a sauté, hein, puisque ça c'est depuis le 30 novembre 2022, hein, c'était le choc. Hein. Nos systèmes sont multilingues et travaillent dans toutes les langues, ils traduisent toutes les langues. Et ils traduisent pas en fait. Si vous voulez faire du français en chinois, il va pas faire de la traduction. Il va réfléchir le système en chinois, l'esprit de cette réflexion, c'est cela, et il va trouver l'équivalent qui est dans le même esprit. En fait, les LLM ils sont culturels, ils comprennent nos cultures. Ils ne font pas alors, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas le mot suivant qui va être deviné, c'est une compréhension à travers les mots, c'est les pensées, à travers les pensées, c'est les cultures, à travers les cultures, les IA ont une représentation de notre monde et nous répondent en fonction d'une compréhension de notre monde. Et si ça vous intéresse, tout à l'heure, je vous donnerai des exemples concrets pour que vous compreniez mieux que les IA ne sont pas des simples machines, des machines très particulières et très intrigantes. Donc, on ne comprend pas encore très très bien à quel niveau elles en sont de perception. Donc, la barrière linguistique, l'optimisation du temps médical qualitatif, puisque vous êtes libéré du temps administratif, vous êtes libéré de beaucoup de choses. Donc, ce temps, il va pouvoir être sur de la valeur ajoutée de soins ou sur du temps au contact du patient pour lui expliquer, pour discuter, pour échanger. Donc, on va améliorer ce temps qualitatif. Le fait que l'IA communique beaucoup plus avec le patient par une forme très humanisée, eh bien, on va renforcer la notion d'engagement. Il y aura un suivi que nous ne pourrons pas assumer nous, ou que nous faisons d'une façon très artificielle, par des documents, par des PDF. Là, il y aura un suivi par la voix
une voix empathique, compréhensive et adaptée. Et cela va générer en fait une nouvelle relation de transparence et de confiance. Donc, on est véritablement à l'aube de quelque chose qui peut changer la relation. Alors, les principaux agents conversationnels, il y en a un bon nombre maintenant, hein, qui sont sur le marché, sur le marché. Euh, je vous recommande d'utiliser le ChatGPT 5 version vocale sur le téléphone, sur les téléphones, et de discuter avec ces IA. C'est assez bluffant. Vous discutez à trois ou quatre, elle identifie les trois quatre personnes. Elle peut, si vous l'interrompez, eh bien, elle va s'arrêter, répondre de façon différentielle à chaque personne parce qu'elle reconnaît les voix, faire de l'humour, avoir du second degré, même du troisième. Les IA actuelles sont stupéfiantes. Moi, aujourd'hui, quand j'ai besoin d'un sparring partner en termes intellectuels sur des niveaux un peu élevés de certains domaines, eh bien, je discute avec une IA. Je ne trouve plus en humain ce qu'il me faut pour pouvoir m'aider à élever mon niveau intellectuel. Il n'y a pas de meilleure façon que de transmettre la connaissance que par l'oral, hein. Si vous prenez des livres, ben, par l'oral, en un quart d'heure, vous avez fait le tour d'un sujet. Les livres, il vous faudra une journée. Les publications, il vous faudra plusieurs semaines. Donc la meilleure façon de transmettre une connaissance face à un expert, c'est l'oral, l'oralité. En quelques 10, 15, 20 minutes, eh bien, vous avez transmis une compétence, une connaissance, vous avez transmis quelque chose. Eh bien, c'est ce que permettent aujourd'hui ces IA génératives de dernière génération, de niveau postdoctoral sur quasiment tous les sujets. Donc, est-ce que l'IA va transformer demain? Qu'est-ce qui va se passer pour nos cabinets dentaires? Donc, il va y avoir, à mon sens, 5 niveaux de changement majeurs. La médecine personnalisée, l'odontologie prédictive, l'intégration de l'IA directement dans le fauteuil, la robotique et la chirurgie, et enfin une nouvelle relation qui va être une triade. Alors, la médecine personnalisée, on en a beaucoup parlé, je ne vais pas m'arrêter, je vais pas aller trop loin là-dessus. Vous avez compris qu'on va accéder à des informations qui aujourd'hui sont trop complexes pour nous. Les données génétiques, aucun praticien aujourd'hui ne va analyser les paramètres génétiques. Alors qu'on sait qu'il y a des liens, on les connaît, hein, il y a des publications qu'on parle là-dessus. On n'a pas le temps, on n'a pas la formation, puis c'est trop. Il y a trop de données. Notre cerveau n'est pas calibré pour analyser ça. Pour l'IA, c'est un jeu d'enfant. Plus c'est complexe, plus c'est efficace. Et plus sa réponse est pertinente. Le diagnostic personnalisé, vous avez compris les diagnostics sont bien meilleurs que les nôtres et bien plus personnalisés puisqu'ils vont intégrer à la fois le côté cognitif, le côté comportemental, le côté biologique, le côté génétique, le côté microbiote, et puis les côtés que nous voyons nous, les lésions. Mais l'IA va systématiquement tout intégrer. Donc elle va apporter une réponse forcément un peu différente. Les plans de traitement seront donc sur mesure et multiparamétriques. Alors, les prothèses personnalisées sont liées à peu près déjà, mais elles vont s'améliorer encore. La détection précoce des maladies rares, alors ça aussi, il y a des instituts pour ça. Mais nous, pour nous, c'est compliqué. Elles sont rares, donc on les voit qu'une fois dans notre vie, si on les voit. Eh bien, là, l'IA les a en mémoire. S'il y en a une, instantanément, elle va détecter et vous dire, attention, alerte, c'est ça. Donc, vous allez avoir l'expert dans votre cabinet. Le suivi thérapeutique adaptatif intelligent, donc ça, bon, on en a parlé aussi, et surtout cette communication ultra personnalisée, c'est-à-dire que chaque patient aura quelque chose adapté à lui. Ce que nous essayons de faire quand on parle avec un patient, on essaie de comprendre à qui on a affaire, si on a un enfant, si on est une personne adulte, le niveau socio-économique, on va essayer d'adapter. Mais il faut reconnaître que eh bien, on n'a pas toute la finesse que pourrait avoir une IA, toute la compréhension, qui a une gamme de modulation qui sera beaucoup plus importante. Alors, le côté prédictif, je vais vous donner un exemple. Publication qui est sortie il y a 2 ans en ophtalmologie. À partir d'une photo qui est faite de la rétine d'un enfant à l'âge de 12-13 ans, eh bien, ils sont capables, avec une marge de 90% de réussite, 10% d'erreur, de définir à quel âge cet enfant développera une myopie, une presbytie, une astigmatie, comment elle évoluera et à quelle vitesse. Marge d'erreur 10%. Aucun ophtalmologiste ne sait le faire. À partir d'une photo de la rétine. En cardiologie, même chose. Alors, sur le risque cardiovasculaire, il y a une publication qui est sortie il y a 1 an et demi expliquant qu'on pouvait prédire le moment, avec une marge d'erreur relativement faible, et le risque de développer des accidents ischémiques de type infarctus myocarde ou AVC. Donc tout ça, c'est du prédictif, c'est-à-dire que c'est des décennies avant. Aucun élément observable, remarquable, analysable par un praticien, même avec une expérience extraordinaire et d'un niveau le plus élevé, n'est possible. Mais l'IA aujourd'hui fait ça. C'est des publications qui sont sorties, qui démontrent tout ça. Donc, et dans le domaine odontologique, il est probable que, eh bien, il va y avoir des avancées importantes dans ce domaine-là, en particulier la maladie parodontale, où on ne comprend pas très bien qui, quoi, pourquoi, même si on a quand même beaucoup évolué dans la compréhension de ces dysbioses.
eh bien, ça pourra nous apporter des éléments intéressants. Les assistants intelligents intégrés au fauteuil. Ben, imaginez que dans votre fauteuil, directement, vous aurez votre IA qui va vous proposer, en fonction de tous ces paramètres-là, un prédiagnostic. Alors, vous serez toujours à la tête de votre cabinet, toujours en train de prendre des décisions, toujours à observer, mais vous aurez cette aide qui vous dira que, en fonction de tous ces paramètres-là, cette IA vous propose ça. Donc, c'est une véritable assistance qui vous sera directement faite à propos de fauteuil. Le monitoring patient, l'IA en fait mesurera en temps réel pression artérielle, fréquence cardiaque, niveau de stress, ce qui va permettre d'avoir un suivi intelligent du patient en temps réel. Si votre patient fait un accident au niveau de l'anesthésie, si jamais il est trop stressé, qu'il fait un malaise hypothymique, tout ça vous serez informé avant et il y aura un véritable monitoring de votre patient sur votre fauteuil qui sera en temps réel. Donc ça, c'est des choses qui aujourd'hui déjà sont en train de se préparer pour les générations qui vont arriver dans quelques mois, hein. La gestion automatisée de ces patients qui sera directement au niveau du fauteuil et le fauteuil, en fait, de par ce que vous allez dire et faire, il y aura une interprétation, une analyse et un remplissage automatique du dossier qui vous sera présenté d'une façon reconfigurée en fonction de ce dont vous avez besoin au moment précis où vous faites quelque chose, par une analyse en temps réel de ce que vous faites. Tout ça sera coordonné avec l'équipe soignante qui aura l'information de ce dont vous avez besoin et donc la disposition, le matériel, tout ça sera transmis par ces IA. Euh, donc il y a un contrôle qualité, c'est-à-dire que si l'IA contrôle ce que vous faites, voit ce que vous faites, et s'il y a une déviance par rapport à un protocole, un défaut particulier, elle peut vous alerter immédiatement, vous disant attention là, par rapport à un geste technique, par rapport à l'élimination de tissus dentaires, par rapport à une incision, par rapport à tout geste technique, elle pourra à tout moment vous dire et vous conseiller, vous apporter. Et puis surtout, ce qui va arriver, c'est l'intégration de la robotique assistée, c'est-à-dire qu'il y aura un bras robotique capable de faire de la chirurgie assistée. Alors, les robots qui font de la chirurgie, ça y est, ils existent depuis 6 mois. Pour vous donner un exemple, il y a eu la première chirurgie faite, l'ablation par un robot Optimus. Optimus, c'est le robot d'Elon Musk, hein, c'est ce robot qui a 2 bras, 2 jambes, qui va être commercialisé en décembre prochain, dans sa première version pour le grand public. Chaque année, il y aura une mise à jour, il sera upgradé. Donc la première génération sera certainement un petit peu limitée, hybridée. Mais c'est un Optimus qui a été spécialement entraîné pour faire de la chirurgie, qui est arrivé donc en mode chirurgien, en mode stérile, table opératoire normale. Alors, pour des raisons éthiques, c'était pas un patient, c'était un porc décédé qui était sur la table. Et le robot a fait l'ablation de la vésicule biliaire, avec les incisions, les ligatures, l'ablation de la vésicule biliaire, les incisions derrière, tout ça en stérile. Et ça a été fait il y a de cela, il y a 3-4 semaines. Donc, robot chirurgien totalement opérationnel, pas un bras chirurgical, pas un système dirigé par les hommes, un robot avec une IA intégrée qui fait de A à Z une chirurgie et qui l'a réussi. Voilà, il a réussi sur un animal mort. Mais ça vous donne déjà le niveau d'évolution qui se passe. Vous savez qu'il y a un robot dentaire qui fait des poses d'implants, des tailles de couronne, qui est sorti il y a un an aussi, bon, qui a des pas que des- mais c'est en train d'avancer à très grande vitesse. Et ce que préparent aujourd'hui les industriels, c'est des bras robotisés. C'est-à-dire que l'expertise va vous être donnée à n'importe quel praticien qui pratique pas de l'implantologie, par exemple, eh bien, il aura un bras robotisé spécialisé en implantologie qui sera capable de lui poser des implants. Donc, c'est ça qui est en train de se préparer à très très grande vitesse. Donc, c'est ce que la robotique et l'IA. Donc, elle va permettre d'apporter une autonomie chirurgicale avec une précision bien supérieure aux chirurgiens, hein, puisque c'est de la chirurgie robotisée. Ces robots ont les images de CBCT directement intégrées, superposées à l'image clinique, donc les axes sont parfaits, les conséquences esthétiques seront bien meilleures que ce qui est fait parce que beaucoup plus de précision. Il y aura une compensation intelligente des mouvements du patient, c'est déjà en train d'être développé, c'est-à-dire que le patient peut bouger, automatiquement le système compense. C'est une démocratisation de l'expertise chirurgicale en fait. Le praticien lambda qui pratique peu de chirurgie pourra être assisté pour faire des chirurgies complexes grâce à son bras robotisé. C'est ça. Et en permettant des chirurgies de type mini-invasive, c'est-à-dire de par la qualité et la précision, on sera moins destructeur. Donc tout ça, c'est une véritable révolution qui est en train de se préparer. Et enfin, un sujet très intéressant, c'est cette nouvelle relation soignant-soigné. Jusqu'à maintenant, on avait une relation verticale, donc c'était un partenariat thérapeutique entre le praticien et le patient. Ça, c'est l'ancien colloque singulier, l'ancien paternalisme qui a évolué avec la loi Kouchner vers une relation plus équilibrée. Et bien là, cette relation, elle va devenir une triade. Une relation entre le praticien, le patient et l'IA. De par le fait que c'est elle qui va accueillir au niveau secrétariat téléphonique, c'est elle qui va pouvoir faire de l'éducation thérapeutique, c'est elle qui va pouvoir répondre à des questions.
Donc, il va s'établir une relation à trois. Alors, comment va-t-elle s'établir? Sur quelle base? Tout ça est à définir. Tout ça c'est des possibilités qui arrivent à très très grande vitesse avec des technologies qui sont quasiment à disposition. Un certain nombre d'entre elles le sont déjà. La question, c'est comment procéder à de telles mutations. Mais donc, on est véritablement sur quelque chose de transformateur en profondeur. En fait, on est sur un changement de paradigme. Tous les fondamentaux, tout ce que nous avons appris. Je commence mon enseignement à mes étudiants de quatrième année. La première phrase que je leur dis quand je commence les enseignements sur l'IA, je fais une quinzaine d'heures cette année sur l'IA, je leur dis que le métier qu'on est en train de leur apprendre, ils ne l'exerceront jamais. C'est-à-dire que dans nos facultés, on forme nos étudiants à quelque chose qu'ils ne feront pas. Tellement le métier dont ils sortiront aura changé. Tout aura changé. Et à une vitesse qui est excessivement rapide. Et c'est la raison pour laquelle il faut intégrer tout cela. Les métiers tels qu'encore, alors, les facultés ne sont pas forcément très, comment dirais-je, progressives dans leur façon d'enseigner. Euh, et je pense que l'évolution va beaucoup plus vite que notre capacité à nous à faire évoluer nos enseignements. Alors la révolution du paradigme, c'est quoi? Vous avez compris la transformation du modèle diagnostique traditionnel. C'est-à-dire la façon dont vous diagnostiquez, ben aujourd'hui, moi j'ai arrêté de diagnostiquer. Je pensais être un bon diagnosticien, j'ai spécialisé sur les cas complexes, on m'adressait tout ce que les cabinets ne voulaient pas faire parce que niveau de risque, complexité, le temps, moi j'avais le temps d'analyser les dossiers, mais aujourd'hui l'IA fait bien mieux que moi. Malgré le temps que j'ai, la capacité que j'ai, tout ce que j'ai pu travailler, mes connaissances en pharmacologie, elle fait mieux. Ensuite, le modèle économique au cabinet qui a totalement changé, puisqu'elle libère du temps, elle optimise, elle permet de faire les choses très différemment. Donc, le modèle économique va profondément changer. La mutation du rôle professionnel du praticien, puisque, même chose, un certain nombre de tâches ne seront plus des vôtres. Elles seront dédiées à l'IA. Et dans le soin, vous allez être fortement assisté. Donc, votre rôle va migrer, va changer. Vers quoi? Euh, Ensuite, jusqu'à maintenant, nous, ce qu'on a appris, c'est une médecine curative. Le préventif, un petit peu, mais on fait du curatif. Ce qui arrive, et ce qu'on n'a jamais su faire, et c'est pourquoi on ne vous a jamais formé, c'est le prédictif. Et ça arrive à très grande vitesse, avec des vraies capacités. Vous avez donné l'exemple des pathologies ophtalmiques, c'est une révolution. En pathologie cardiaque, c'est en train d'arriver. Je pense que ça va nous arriver à très grande vitesse. La transformation de la relation patient-praticien, puisqu'il faut intégrer maintenant non plus un binôme, mais une triade avec cette IA. Quelle est sa place? Peut-on lui faire confiance? Est-elle fiable? Une révolution du flux de travail et de l'organisation, donc tout ça va changer. Une émergence d'une dentisterie de grande précision. Parce que, bien évidemment, ces outils-là ont une autre précision que la main humaine. Mais tout ça est conditionné par les impératifs de formation continue. Il va falloir, effectivement, il n'est pas question d'un coup de baguette magique, vous ne pouvez pas changer votre pratique. Donc, comment intégrer progressivement tout ça? C'est la question, comment faire demain matin, lorsque vous ouvrirez vos cabinets, comment vous allez digérer ce que je suis en train de vous dire. Alors, demain matin, moi, ce que je vous conseille, c'est déjà cartographier votre flux de travail. Réfléchir simplement. Où est-ce que l'IA peut s'intégrer? Est-ce qu'elle n'y est pas déjà, sans que vous le sachiez? Et est-ce qu'il n'y a pas des endroits où des choses pénibles, des zones d'ombre, des zones dans le rétroviseur que vous aimeriez vous débarrasser déjà? Et des choses que vous aimez faire, que vous aimeriez garder parce que vous sentez un plaisir à le faire, une compétence, une valeur ajoutée. Donc, il va falloir cartographier tout ça. Il va falloir se former aux bases de l'IA. Donc, alors, c'est l'équivalent de conduire une voiture. On ne vous demande pas d'être mécanicien quand on conduit une voiture. Se former aux bases de l'IA, ça ne veut pas dire informaticien, ça veut dire comprendre pour pouvoir agir. Choisir les outils, alors, qui soient certifiés, qui soient adaptés. Alors, ça va très très vite, donc il va falloir faire appel à des personnes qui savent. Et enfin, il va falloir préparer son équipe, discuter avec eux. Et puis surtout, il va falloir aussi préparer les patients, car ça va être un choc pour eux aussi. Donc, le dernier point de cette présentation, c'est que faire maintenant? Une fois que cette présentation sera finie, une fois que vous serez dans vos cabinets, je vais vous proposer un plan d'attaque pour les plus motivés, un plan d'action immédiat. Dans les 3 prochains mois, demain matin jusqu'à 3 mois, vous commencez par un certain nombre de choses très simples. D'abord, sensibiliser votre équipe. C'est quoi? Vous réunissez tous les membres du cabinet et simplement un brainstorming. Parler de l'IA. C'est-à-dire démystifier la fameuse position de déni, que chacun dise qu'est-ce qu'il en pense, quelle expérience il a, comment il ressent ceci. Évoquer ce qui est anxiogène réduit déjà fortement, très fortement l'anxiété et permet d'avancer.
je me serais peut-être des fois surpris de voir que certains membres du cabinet ont déjà passé le cap, sont intéressés, sont curieux, ont envie d'aller plus loin. Donc sensibiliser l'équipe. Deuxième point, bah, commencez à vous former. Alors, de plus en plus de structures proposent. Alors là, je vous fais 1 heure de conférence, mais je monte derrière en fait des modules de 5-6 heures que je fais dans les différentes formations régionales aujourd'hui, où je fais 2 heures de théorie, 3 heures de pratique sur les machines, vous apprendre à prompter, vous apprendre à gérer les produits. Voilà. Et l'ADF propose des solutions. La plupart des sociétés maintenant commencent à s'y mettre. Alors, attention, ça va être le sujet à la mode, filtrer un peu, mais véritablement, il va falloir vous former. Je pense que c'est incontournable. Ensuite, faire l'audit de votre cabinet, de votre pratique. Comment l'intégrer? Quels sont les produits qui existent? Donc, avoir une réflexion, ne pas se lancer, ne pas acheter le premier logiciel comme ça et tester. Surtout pas. Là, vous risqueriez déconvenus et échecs. Et puis d'acheter un produit qui est déjà périmé. Donc, l'audit est nécessaire. Identifier les points de friction. Les points de friction, ça veut dire les points qui sont tout de suite transposables. Moi, je pense beaucoup à l'administratif, hein, et je pense beaucoup à l'accueil du patient, les chatbots. Hein. C'est des produits qui sont vraiment au point, qui marchent très très bien et qui modifient rapidement l'aspect, le diagnostic aussi, une aide au diagnostic, hein, d'avoir quelque chose qui vient vous compléter. Voilà, vous faites comme toujours et vous avez un petit complément qui vous dit ceci. Il dit, ben, ouais, ça serait peut-être de votre bien de voir ça. Voilà, un petit complément. Euh, Faire la mise à jour de vos logiciels qui intègrent une IA. Alors, beaucoup de logiciels ont intégré un module IA. Alors, ils y vont prudemment. C'est un petit module, c'est un truc qui se rajoute, mais de commencer à voir ce qu'elles peuvent vous apporter. Est-ce qu'il y a une véritable intelligence derrière ou est-ce que c'est un produit commercial? Et donc, le diagnostic assisté par IA en termes de conseil. C'est un simple conseil. Vous en faites ce que vous voulez. Et l'analyse d'image assistée par IA, toutes vos radios, systématiquement, un diagnostic IA, qui est un conseil. Vous continuez à travailler comme avant, vous vous appuyez sur votre expérience clinique, mais vous avez juste un conseil à côté. Et pendant 3 mois, vous regardez avec une curiosité ce que conseille l'IA pour vous rendre compte, en fait, est-ce qu'elle est fiable ou pas? Est-ce que c'est du pipeau ou est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'elle vous montre quelque chose que vous n'avez pas vu ou est-ce que, bon, ben, elle vous répète ce que vous avez vu, ce qui est une évidence? Voilà. Commencez à vous faire une idée, votre propre idée. Donc ça, c'est 3 mois. Au bout de 3 mois, vous avez commencé à vous familiariser, vous avez commencé à vous dire qu'il y a quand même des choses intéressantes, il se passe des choses. On passe dans la période 3 à 6 mois. Vous installez un assistant téléphonique IA. Ça change complètement déjà la perception de votre cabinet auprès de vos patients. Hein. Puis vous-même, vous allez voir que bah, vous allez avoir une réponse 24 heures sur 24, vous allez avoir des réponses plus adaptées. Enfin, vous allez voir le retour des patients, comment ils réagissent à ça. Le point, je pense, où il faut foncer, c'est l'optimisation administrative. Ça, c'est le point noir de la plupart des cabinets. C'est un temps de travail qui est énorme pour les assistants ou les secrétaires. Et là, vous pouvez vraiment, vraiment gagner du temps, et du temps qui sera sur la valeur ajoutée. Donc, ça, je pense qu'il faut utiliser tous les outils possibles. Et l'automatisation des devis, parce que les devis, bah, c'est le nerf de la guerre. Un cabinet, bah, il faut qu'il soit rentable, il faut qu'il rende de l'argent, il faut que. Donc, l'automatisation des devis, c'est quelque chose, ça va évaluer toutes les erreurs, corriger les erreurs, ça va moduler les messages, ça va avoir une approche beaucoup plus efficace, tout en étant respectueuse des patients. Euh, donc, mettre en place ces éléments-là, donc c'est principalement administratif. Au bout de 6 mois, vous avez commencé à avoir quand même une belle expérience sur l'IA, vous vous rendez compte que ça marche pas si mal, nous sommes à 6-12 mois, et là, je pense que vous pouvez passer au diagnostic niveau 2. Niveau 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes rendu compte que les diagnostics de l'IA, ils sont performants, et que, eh ben, elles se plantent pas souvent. Et même souvent, c'est peut-être vous qui vous trompiez. C'est peut-être même vous qui n'aviez pas vu des choses, et que l'IA vous a remis peut-être sur le chemin, en vous disant, là, vous passez à côté de ça. Ce que j'appelle le niveau 2, c'est-à-dire que vous pouvez lui faire confiance. Alors, vous continuez à diagnostiquer, mais votre avis va s'appuyer de plus en plus fortement sur l'avis de l'IA. Alors, je dis va s'appuyer parce que je veux surtout pas que vous fassiez une chose. C'est un danger, ça. C'est que vous vous appuyez complètement. Si vous appuyez complètement, vous ne serez plus au bout de quelques mois diagnostiqué, vous allez avoir une perte de compétences. Donc, il est fondamental que vous continuiez à diagnostiquer, mais en utilisant l'IA comme un vrai, non plus comme une aide, mais comme un partenaire, comme un deuxième avis, comme un avis complémentaire, comme parfois quelqu'un de meilleur, mais un complément. L'analyse d'image, pareil, l'analyse d'image, aujourd'hui, on sait qu'il est plus performant que n'importe quel humain. C'est publié partout. Dans l'imagerie, dans la radiologie médicale, la bascule a été faite parce qu'il n'y a pas photo. Donc, chez nous, c'est une évidence aussi, mais c'est important que vous en ayez la démonstration. Donc, attendez ces 6 mois pour que la confirmation vous incite vraiment à faire appel à l'IA pour vous assister complètement
dans l'analyse d'image. Et à ce moment-là, il vous faudra migrer, vous serez prêt pour migrer pour un vrai logiciel IA, et non pas un produit qui a des modules complets, mais un vrai produit qui a un moteur, un cœur qui est basé sur de l'IA. Et enfin, on arrive au bout d'un an, deuxième année, déploiement avancé. Ben, vous réfléchissez à ce que l'ensemble de votre flux numérique soit bascule par la tour de contrôle. La tour de contrôle du cabinet va devenir l'IA parce que vous avez compris que ben, il vous a rendu meilleur. Votre pratique est meilleure, vous avez dégagé du temps, vous avez augmenté la rentabilité, vous avez débloqué du temps auprès de votre assistante, vous avez établi une relation de confiance avec vos patients qui est totalement différente une fois passé le choc, la surprise du départ. Eh bien, vos patients ont un meilleur suivi, des meilleurs rappels. Vous voyez des patients que vous ne voyiez pas avant parce que vous ne pensiez pas à les rappeler. L'IA l'a fait pour vous. Euh, et il va falloir vérifier que tout ça, malgré tout, suive la recommandation au niveau international, respecte la RGPD. Donc, il y a à ce moment-là un contrôle de qualité qui est impératif parce que le tout IA, non, il y a des règles de sécurité, mais vérifiez qu'elles sont bien en pratique et que toutes vos données sont bien sécurisées, que vous ne soyez pas, que vous ayez des sauvegardes sur des clouds qui soient agréés, etc., etc. Et ensuite, veillez à ce que vos patients aient bien conscience que vous travaillez avec des IA, parce que le problème de ces chatbots, ils sont tellement bluffants que vous pouvez penser que c'est un humain. Vous pouvez très bien lui mettre la voix du praticien. Et vous pensez que c'est le praticien qui vous répond, hein. Mais par contre, moi, je vous recommanderais de mettre une voix différente et de bien préciser dès le départ que c'est une IA. Ne trompez pas, il ne faut pas tromper le patient. Le but, c'est de vraiment. Mais, mais le patient sera bluffé par le fait qu'il discute avec quelqu'un comme s'il discutait avec un praticien. Donc, eh bien, maintenant, il reste plus qu'à s'y mettre, hein. C'est le début d'un nouveau monde qui démarre. Je vous mets en garde sur deux, trois points. Donc, le jugement clinique. Conserver la capacité. Le gros problème, je prends l'exemple des IA rédactionnels. Alors, la meilleure IA qui écrit le mieux, c'est pas ChatGPT, c'est Claude de chez Anthropic. C'est l'IA qui écrit le mieux. Elle écrit mieux que 98% des individus sur la planète aujourd'hui. Donc, et puis les défauts de jeunesse, c'est terminé, ils n'existent plus, hein. Si vous savez utiliser et prompter, personne ne peut identifier que c'est Signac qui a écrit. D'où le journaliste qui est en train de totalement changer, etc., etc. Donc, le problème, c'est que quand on fait ça, ben, on ne sait plus écrire. Moi, aujourd'hui, je m'impose d'écrire tout ce que j'écris. Simplement, je les passe par IA a posteriori, mais je m'impose de l'écrire. Parce que sinon, bah, d'abord, j'aime écrire, puis dans quelques mois, je ne saurai plus écrire. Si vous ne diagnostiquez plus, vous ne serez plus diagnostiqué. Vous allez perdre la compétence. Donc, faites très attention à conserver la compétence. L'IA doit vous accompagner, elle ne doit pas vous remplacer. Et si elle vous accompagne, je pense qu'on a encore quelques années en parallèle. Je ne suis pas capable de prévoir à plus de 5-10 ans, mais on a, je pense, gagné du temps ensemble si on fait ce cheminement. Ensuite, il faut conserver ce rôle de superviseur. Il faut toujours comprendre ce qui se passe. Et parfois, dans l'IA, le phénomène de boîte noire, hein, il y a des décisions qui sont prises sans qu'on comprenne. Enfin, elles sont efficaces, elles sont bonnes. On n'a pas le cheminement logique, on ne peut pas l'avoir. Donc, conserver le contrôle est important. Et enfin, régulièrement faire des évaluations de votre système, de sa performance. Ne perdez jamais de main le contrôle sur votre cabinet. Donc, nous arrivons, j'ai presque tenu le temps, hein, j'ai à peine dépassé, hein. C'est rare, hein. Oui, oui, C'est oui, bavard, hein. oui, oui. Michel, ça fait 1h20 en effet. Vas-y, conclue, je t'en Je, prie. je conclus. Donc, le futur du cabinet, pour moi, est déjà là. C'est un cabinet qui est intelligent, donc, vous l'avez compris, qui est connecté et qui est profondément humain. L'IA, en fait, va pouvoir augmenter cette humanité. Donc, elle n'est pas une menace. Si elle est bien gérée, elle est un levier. C'est une révolution silencieuse qui est en marche. Donc, je vous encourage à être curieux, proactif. Et si l'IA est bien intégrée dans vos cabinets, elle va sublimer l'humain, c'est-à-dire qu'elle va vous permettre d'être plus proche de vos patients, plus disponible pour vos patients. Eh bien, je vous Merci. remercie de votre attention. Donc, vous avez pu comprendre ce qui se passe réellement. Vous avez maintenant la capacité à anticiper pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à agir demain matin pour savoir comment vous lancer dans ce monde de l'IA. Merci. Merci beaucoup, Michel. Euh, Très inventif, très dynamique, très pertinent. Moi, j'ai une question à te poser très simple. Quelle est la date de ta prochaine conférence faite par IA, sans que tu interviennes? Ah, je pense que je pourrais déjà. Depuis un mois, on a capacité à générer
des personnes à partir d'une simple photo qui vous représentent avec votre voix, vos tics, votre visage et une incapacité à différencier la réalité du virtuel. Depuis un mois, les produits sont sur le marché, moyennant un abonnement à 20 euros par mois. On peut faire ça. Aujourd'hui, je peux le faire. Je suis capable de le faire. Il y a de cela 2 mois, c'était impossible. C'était visible. Il y a de cela 6 mois, on rigolait tous en se disant, vous avez vu, il a 6 doigts, etc. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est la notion de fake news, hein. On peut faire ce que l'on veut avec qui on veut et lui faire dire ce que l'on veut. Ça fait à peine un mois que c'est disponible. Et alors j'ai une question très terre à terre, mais en même temps je la comprends de Linda, qui nous demande quels sont les principaux logiciels à utiliser dans nos pratiques. Et j'ai envie de demander à l'assistance qui utilise déjà certains logiciels d'IA et est-ce qu'on peut avoir déjà un témoignage? Alors, sur la prévision, la prédictibilité de résultats esthétiques, tu as montré 2 cas cliniques de Léonard, mais je suis sûr qu'autour de nous, d'autres que Léonard sont capables d'en faire autant. Le Smile Cloud, me dit Franck Belaïch, est vraiment extraordinaire et ça, je l'ai constaté. Et je vais poser une question à Franck Belaïch qui est toujours pertinent et un peu aussi, comment dirais-je, à l'avant-garde. Franck, tu es capable d'installer dans les 3 prochains mois ou les 6 prochains mois l'IA dans ton cabinet? Est-ce qu'on peut donner la parole Allô? éventuellement à Franck? Allô, vous m'entendez? Oui, Oui, bonsoir. Bravo, très très belle conférence qui effectivement va un petit peu bousculer beaucoup de choses dans les cabinets dentaires, même pas dans les années, dans les prochains mois à venir. Nous avons testé depuis un mois une IA extraordinaire que on va sûrement prendre. Donc là, on l'a eu en test par WebDentist, c'est l'assistance téléphonique. C'est-à-dire, on a une secrétaire IA qui répond à notre place au téléphone quand vous appelez au cabinet qui permet de dégager des heures de téléphone incroyables. Ensuite, vous avez un résumé sur une application qui est hyper bien fait. Vous rappelez les patients automatiquement. Alors, dans la version qu'on a testée, nous, il n'y a pas encore la prise en charge automatique dans l'agenda, puisque nous, on a décidé de rappeler les patients. On l'a testé uniquement la dernière semaine et c'est impressionnant. Comment ça arrive à placer les patients dans l'agenda, enfin voilà, ça, c'est très très nouveau, donc ça fait un mois qu'on l'a utilisé. Et là, on est déjà en brainstorming avec les assistantes pour savoir si on le garde ou pas. Moi, je pense que je le garderai parce que je trouve ça tellement bluffant et puis ça dégage un temps assistante. Enfin, le téléphone, qui est une perte de temps incroyable au niveau des assistantes puisqu'elles sont sans arrêt dérangées pour ça, puisqu'elles arrêtent la tâche qu'elles font pour répondre, se reconcentrer, placer le rendez-vous sur l'agenda. Ça, c'est un truc qui se fait complètement automatiquement. Et ça, moi, je trouve ça formidable. Je dirais que, alors, j'ai un petit peu vu la conf et effectivement, je suis d'accord avec Michel sur tous les points qu'il a énoncés. Si déjà dans les cabinets dentaires, on arrive à se dégager l'administratif, l'automatisation des devis, l'automatisation des plans de traitement, tout ce poids que nous, chirurgiens dentistes, on rechigne. Alors, trois choses. C'est un, il y a beaucoup de chirurgiens dentistes qui hésitent à le donner aux assistants de peur qu'elles le fassent mal. Donc ça, pour eux, ce sera merveilleux. Ensuite, vous avez les chirurgiens dentistes qui le donnent quand même et qui vérifient derrière parce qu'on n'est pas sûr. Et puis des gens comme moi qui ont complètement délégué cette tâche, mais qui payent une assistante. Donc on connaît très bien le coût que ça a, qui est dédié à ça totalement, qui fait que ça du matin au soir. Donc, je veux dire, avoir une assistante automatique IA que vous allez payer un abonnement à 20 ou 30 euros par mois, qui va vous dégager un salaire, allez, c'est 1800 euros et 3800 chargés, quoi, un truc comme ça. Ben ça, il n'y a même pas à hésiter, c'est des calculs d'apothicaire et il faut y aller direct. Donc, voilà. on y est en plein dedans, et je crois qu'il a raison de dire que dès qu'une chose est déjà sortie, elle est dépassée.
parce que, et c'est vrai, nous on constate que dès qu'on a déjà une première optimisation, eh bien très vite on a la phase bêta qui est dépassée, et puis on a la version 2, la version 3, la version 4. Je crois que la nouvelle version de SmileCloud, elle a tellement évolué entre le moment où j'ai fait ma formation, il y a moins il y a moins de 6 mois. Et la dernière où effectivement tu peux générer une vidéo à partir d'une photo. C'est ça qui est vraiment incroyable, hein. Je me rappelle les débuts de SmileCloud, on devait remplir énormément de photos. Là, vous prenez 2 photos, vous les balancez et c'est terminé. Il vous Oui, fait oui, c'est quelque le chose. cas, Franck, c'est le Ouais, cas qu'on vous a montré sur exactement. lequel. Alors, en l'occurrence, l'autre cas qui était dans les mains de Michel, qui était l'exécution, parce que là, il y avait la simulation, Oui, il y avait l'exécution, ouais. et en effet, le mot prédictibilité donne énormément confiance aux patients. Il faut évidemment avoir la maîtrise du geste clinique. Après ça, c'est pas le tout de promettre quelque chose si on n'a pas été formé, post-formé et Oui. bien Alors, formé regarde, pour ça. je vais ajouter juste une petit détail. Je pense que Michel a dû le tester dans la version, la dernière version du SmileCloud. Il y a la possibilité de faire un blueprint, c'est-à-dire que ce que tu vas montrer dans cette vidéo, tu peux télécharger le STL que tu peux directement imprimer sur ton imprimante, et nous on le fait au cabinet, et via une clé mettre le mock-up en bouche. C'est-à-dire Oui, qu'aujourd'hui, c'est pas seulement une photo, oui, c'est-à-dire que non, mais ça te génère une ah photo, ben, ça te génère un flux numérique derrière et tu peux montrer au patient directement sur lui. Et c'est ça qui est juste absolument. impressionnant. On Parce est, que avant, ça demandait une étape labo, donc tu perdais un temps fou. Enfin, là, maintenant, c'est dans le flux numérique. Et c'est là où il a raison aussi, où je dis que les flux numériques vont complètement transformer notre pratique. Et il a raison. Et là, par contre, merci, parce que je crois que c'est la première fois que j'entends ça. Nos facultés ne nous préparent pas à cette dentisterie. alors, c'est la Alors question que là, oui, oui, c'est la question, mais de toute façon, Michel l'a évoqué, c'est la question que je voulais poser à Michel. Est-ce que par hasard, il connaît à travers justement son travail sur l'IA et tout ce qui se passe dans le monde, est-ce que tu connais déjà une faculté, pour répondre à ta remarque, Franck, qui, dans le monde, enseigne déjà, je sais pas, dans le cursus, au bout de la troisième ou quatrième année, l'IA. Toi, apparemment, tu peux répondre là-dessus, Michel. Ouais, concrètement, alors, il n'y a pas d'évolution des programmes. Ce sont des individualités. Il y a quelques enseignants qui ont pris conscience et qui essayent d'intégrer des choses. Mais il n'y a pas de cohérence parce qu'en fait, les programmes sont européens. Ce sont des compétences européennes qui ont été listées en 2009. Actuellement, il y a une révision de tout cela. La révision est en cours depuis 5 ans. Quand on voit la vitesse d'évolution de l'IA, d'accord, mais vous c'est voyez complètement Alors, l'incompatibilité non, entre le incroyable. fonctionnement européen et la transposition en droit français et l'IA qui est une véritable révolution qui va à une vitesse folle. Donc en fait, alors, c'est la raison pour ne laquelle parlons moi, j'ai pris pas. la charge de monter une UE qui fait que cela, que un certain nombre d'autres enseignants font ça, mais ce sont des individualités. Moi, j'ai réalisé l'urgence et aujourd'hui, je pense qu'il est fondamental. Alors, c'est du ponctuel. En fait, les universités n'ont pas pris conscience, non. Les enseignements n'ont pas encore évolué, non. Et je crois que le retard que l'on prend est catastrophique. Est-ce que tu as, non, mais ça, je me doutais que ta réponse serait aussi catastrophique sur ce thème. Est-ce qu'à l'étranger, tu as un écho là-dessus? Simplement pour, au fond, essayer de comprendre comment l'accélération s'est déjà opérée dans tel ou tel, je dirais, Alors continent si, ou il y a quand même un pays. certain nombre de facultés en Espagne, en Belgique, il y en a dans les pays nordiques où ils ont intégré le flux numérique dans tout ce qui est la conception de la prothèse, l'implantologie, qui était plutôt en avant-garde dans ce domaine-là, puisque ils ont intégré ces concepts il y a déjà 15-20 ans. Donc l'IA est venue pour renforcer les concepts. Donc eux, naturellement, oui, parce que ils ont pris les systèmes d'aptique. Aptique, ça existe depuis maintenant 20 ans. Moi, j'ai essayé de l'installer à Toulouse en 2009, 2010. Ils arrivent maintenant, les systèmes, les générateurs d'aptique. Donc, le problème, c'est cette lenteur. On est confronté à une vitesse d'évolution qui stupéfait tout le monde. Et nos facultés, ben, elles n'ont pas cette capacité de réaction. Je mise beaucoup sur la formation continue, je pense qu'elle s'adapte quand même assez rapidement, je pense, parce qu'elle est pragmatique, hein, parce qu'elle apporte au praticien ce dont il a besoin. Mais nos facultés, il va falloir du temps. Je suis inquiet. Oui. Est-ce que je voudrais faire parler un peu l'assistance, à la fois Steve Benero
et notre confrère Jean-François, dont je n'ai pas le nom, mais est-ce que Jean-François veut intervenir par hasard? Non? Oui, Euh, oui? je peux intervenir. Bien sûr, avec Bon, plaisir. d'abord, en fait, la conférence est remarquable et je remercie en fait vraiment les organisateurs et les conférenciers. C'est exceptionnel. L'IA, vous avez montré l'importance de l'IA, euh, tout le monde le sait, et c'est vrai qu'il faut savoir vulgariser sans, sans foutre, enfin entre guillemets, sans mettre le bazar, parce que, et que ça devienne grossier. Les gens perdent leur liberté quand en fait ils commencent à vulgariser. Mais c'est un outil d'excellence, moi c'est ce que je vois. C'est quand même un outil qui va permettre aux chirurgiens dentistes d'aller dans l'interdisciplinarité. La multidisciplinarité, c'est la solution. L'harmonie faciale, c'est notre métier. Moi, j'ai eu une formation d'orthodontiste. Et pour moi, le traitement, c'est pas uniquement orthodontique, c'est l'harmonie faciale. Et l'harmonie faciale, l'IA va nous permettre de l'avoir. Alors là-dessus, Jean-François, je trouve que c'est une excellente remarque, parce que très souvent, moi qui ne suis pas orthodontiste, et je trouve admirable le travail des orthodontistes qui souvent nous montrent avec une photo de départ, on va dire à l'âge de 12 ans, puis à l'âge de 16 ans à la fin du traitement. Or, de ce que je comprends, de ce que Michel nous dit, de ce que Franck dit, de ce que vous comprenez, déjà à partir d'une image, Michel, d'un enfant de 12 ans qu'on va traiter orthodontiquement, on va être capable de deviner son visage et le résultat obtenu via je dirais pas le mock-up, mais le résultat final. Voilà. Michel, qu'est-ce que tu en penses? Ce qu'il faut Ça intégrer, c'est répond que à la remarque de Jean-François. le système d'IA, lorsqu'il va prendre en compte un patient, il aura pris en compte le CBCT, il aura pris en compte les points d'émergence des trijumeaux, il aura pris en compte des tas de paramètres, et qui va faire que lorsqu'il va réfléchir sur les positionnements dentaires, il aura déjà tous les éléments que nous ne pourrons pas avoir. Ce sont alors, c'est des domaines qui sont complexes. Et encore une fois, on n'est pas câblé pour arriver à comprendre. Alors, on a des analyses céphalométriques qui permettent de simplifier, de donner des modèles. L'IA permet de faire des extrapolations que nous sommes incapables de faire. Et elle intègre dans toutes ses décisions l'ensemble de ces paramètres, ce que nous ne pouvons pas faire. Donc effectivement, elle pourra faire de la prédiction que nous ne sommes pas capables de faire. Nous, on peut faire un petit peu on peut faire des approximations. Elle Oui, fera des vraies prédictions. Alors moi, je voudrais poser une question à quelqu'un qui s'occupe un peu de l'organisation des cabinets. Je pense à Binas. Est-ce que est-ce que l'interlocuteur qui apparaît à l'écran peut nous donner son sentiment là-dessus? Oui, non? D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre? Très près. Tu sais, il y a des gens, genre, au lieu de parler comme ça, ils parlent comme ça. Pardon? Moi, j'aime pas. Tu veux donner la parole à qui, André? Alors j'ai envie de dire, à la fois, je vois Sadoun Binas. Est-ce qu'il peut prendre la parole s'il le veut, hein? Je lui donne la parole. En fait, Monsieur Bénas ne prend pas la parole. D'accord, c'est pas grave. Alors, on va le faire plus simplement et on va conclure là-dessus. Ce sera le dernier moment, la dernière intervention. Qui, parmi nous, a envie de donner au fond un point de conclusion ou un point de témoignage? Voilà, qui ouvre son micro. Voilà, Steve, je te laisse parler. Oui, alors moi je veux bien. Déjà, merci infiniment. C'est rare que je sois aussi bluffé par une conférence. Je suis bluffé par notre confrère parce que il avait déjà montré ses connaissances incroyables pendant le Covid, où il nous avait fait une super. Et plus de son. On n'entend plus. Le micro est coupé. Parce qu'il doit être sur son téléphone, peut-être. Steve. Attends. Ouais, ça s'était désactivé, excusez-moi. Non, mais il est tout. Enfin, voilà, je suis très, très bluffé et vraiment félicitations à François parce que il est toujours. À Michel, pardon. Il est toujours à la pointe de la modernité dans tout ce qui se passe.
Bravo de passer autant de temps à chaque fois à se renseigner sur l'intelligence artificielle. En tout cas, voilà, on a été bluffé par ce webinaire exceptionnel. Juste un petit témoignage sur Oui, c'est ça. une application que j'utilise depuis pas très longtemps, ça fait 3 semaines environ, et il m'a été conseillé par notre ami Norbert Cohen, qui est l'application UpMeet, qui est en fait une application payante pour pas grand-chose, hein, à peu près 10 euros par mois, et qui permet en fait de faire des comptes rendus extrêmement détaillés, classés, avec un chapitrage, avec des mots en caractères gras, de tout ce qui peut être dit lors d'une consultation avec un patient. Que ce soit une consultation longue, pas longue, que ce soit une consultation qui va être interrompue par un examen clinique, par des radios. Et en fait, c'est assez bluffant parce que non seulement la capacité d'écoute de l'application est exceptionnelle, mais en plus, la possibilité de résumer est incroyable. Et en fait, on atteint quelque chose qu'on n'avait jamais imaginé, c'est que lorsque le patient... Il y a un micro qui est... On entend un micro qui est... enfin, bref. Il faudrait couper, Et, Adeline, il faudrait couper les autres micros. voilà, et en fait, ce qui est vraiment exceptionnel, c'est la capacité en fait de cette application à pouvoir donner après une consultation avec un patient, un résumé finalement de ce qui a été dit. C'était un peu notre fantasme depuis des années de se dire comment faire, parce que le patient, il ingurgite des fois une demi-heure, trois quarts d'heure d'informations. On essaye d'être euh, le plus clair possible, mais c'est vrai qu'un patient qui passe à une consultation des fois assez longue et des fois avec un peu de stress, va pas forcément retenir les points essentiels. Oui, absolument. Voilà, donc ça, c'est vraiment voilà, quelque chose que j'ai intégré maintenant dans ma pratique parce que j'ai beaucoup de correspondants avec qui voilà, je dois envoyer des comptes rendus, etc. C'est toujours très chronophage, je le fais le soir après les consultations des patients. Et là, ça m'aide énormément parce que je n'ai plus qu'à finalement vérifier ce qui a été dit, des fois peut-être un petit peu à enlever quelques informations qui ne sont pas forcément utiles pour le correspondant. Et c'est extraordinaire. Je vous conseille de l'essayer au moins, parce qu'il y a une semaine d'essai, c'est vraiment très très sympa comme Voilà. application. OK, merci. Michel, est-ce que je te laisse la conclusion ou d'abord, est-ce qu'on essaie de t'applaudir vraiment si on est capable de pouvoir le, le matérialiser ou en tous les cas que tu puisses entendre. Euh, je mesure que il y avait une attente énorme autour de ce sujet, que on est sans doute dans nos cabinets dentaires des acteurs déjà avec le numérique et le flux numérique qui est déjà prégnante dans nos cabinets. Je dis pas dans tous. Ce que je comprends, c'est que le fait d'être groupé va permettre de pouvoir justement jouer sur des armes comme celle-là. Mais c'est vrai qu'il y a ce que tu viens de dénoncer, Steve, que d'autres, comme Franck, qui vient de nous proposer quelque chose qu'il a déjà mis dans le cadre de son équipe. Alors c'est intéressant, toi pour Franck, l'équipe, et toi pour Steve, à titre, on va dire, personnel. Donc il y a beaucoup d'outils et il faut s'y familiariser. Est-ce que ça peut être le mot de la fin? Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire, ou est-ce que je laisse la parole à Michel? Ce sera peut-être la meilleure façon de te remercier en te laissant prendre, et je te laisse encore 2 minutes pour nous dire ce que tu... Et surtout te revoir bientôt pour un webinaire dans 6 mois. Qui sait? Avec grand plaisir. Donc simplement, que vous dire? Alors, juste une chose, je vous avais promis sur le prompting de vous dire, beaucoup de gens sont déçus sur les réponses des IA. Des IA génératives, je parle en général, hein, pour des choses anodines, il n'y a pas de souci, mais dès qu'il y a des réponses un peu complexes, la réponse souvent à côté. En fait, c'est souvent un défaut de prompting. Apprendre à prompter, c'est quelque chose de fondamental. En fait, alors il y a une technique qui marche très très bien, ça s'appelle le métaprompting. En fait, c'est de demander à l'IA de prompter à votre place. Au lieu de poser une question, vous demandez à l'IA de vous proposer un prompt pour la question qui vous intéresse. Et vous allez être stupéfait de ce qu'elle va vous écrire. Et ce qu'elle vous écrit, vous le copiez et vous le recollez. Et vous allez voir que votre réponse n'aura aucun rapport avec celle correspondant à la question que vous posiez au départ. Elle vous répondra d'une façon précise, développée, intelligente, qui n'aura aucun rapport. Ce qu'on appelle le méta-prompting. La métacognition, c'est la pensée sur la pensée, hein. C'est quand on pense, la pensée réflexive. Donc la méta-prompting, c'est le fait d'utiliser l'IA pour qu'elle-même conçoive le prompt.
Alors voilà, Ça, je peux c'est plus. d'une puissance extraordinaire. Testez-le demain matin en arrivant dans vos cabinets ou ce soir en rentrant chez vous. Vous posez la question et en fait, vous faites la même chose en disant rédige-moi le prompt de cette question. Copier-coller et vous voyez la différence de réponse. Et vous verrez deux univers. Vous verrez s'exprimer pour la première fois vraiment les IA génératives qui ont une puissance que vous n'imaginez pas. Donc ça, c'était un petit point de détail. Mais détail, mais qui peut vous changer les choses. Ensuite, j'aime beaucoup la phrase de Laurent Alexandre sur le fait qu'il y a deux humanités qui se préparent, hein, l'obsolète et l'augmenté. Je pense que l'augmenté, c'est simplement avoir un assistant qui va nous permettre d'être meilleur en tout. Et cet assistant, il va nous permettre de tenir quelques années de plus. Je ne sais pas ce qu'elle sera le monde de demain. Je crois que plus grand monde peut l'imaginer aujourd'hui, tellement il va vite, tellement il change. Toujours est-il que s'associer à l'IA nous permet de s'assurer un certain nombre d'années professionnelles pleines et entières et en continuant à upgrader son niveau. En avoir peur, il y a un énorme danger d'être totalement dépassé dans un temps, mais ça va aller très très vite, hein. Donc je pense, je ne veux pas vous faire peur, mais à 5 ans, je pense que ça ne ressemblera plus du tout à la même chose à la pratique. Donc il me semble fondamental que vous soyez assisté, aidé. Et il faut commencer dès demain matin, timidement, c'est pas grave, mais commencer, s'intéresser, être curieux. Et si c'est bien fait, je suis persuadé que l'humain va y gagner. L'humain va y gagner en se libérant des tâches les plus fastidieuses. Alors, la première des choses, on en a parlé, on est d'accord, c'est l'administratif. L'administratif, vous pouvez le fuir et il sera mieux fait. Donc, à mon sens, démarrer le plus vite possible, c'est le conseil que je vous donnerai. Et encore une fois, merci de votre attention. Ok, merci beaucoup à tout le monde. À très bientôt. Merci Catherine. Merci encore. Avec plaisir. Bonne nuit et merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. En fait.